Bonjour, ici Olivier Lambert et bienvenue dans le 20e épisode de Scotch et Domination mondiale. Cette semaine, je te propose une nouvelle entrevue que j'ai menée avec nul autre que Laurent Breillat de apprendre-la-photo.fr. Tu sais, de nos jours, c'est absolument important, c'est primordial pour les entreprises d'avoir du contenu visuel de qualité. Donc, des belles photos, des belles vidéos pour être capable d'animer tes différents médias sociaux, ton Facebook, ton Instagram, ainsi que ton site web. On ne peut plus faire comme avant, engager un photographe par année, faire une coupe de mugshot d'employés, 4-5 photos corporatives, 4-5 photos de produits et t'es correct. Maintenant, ça prend un flux constant de nouvelles photos, de nouveaux contenus à diffuser sur ces plateformes-là. Donc, je pense que c'est absolument essentiel pour la plupart des entreprises d'investir, dans l'équipement efficace, donc dans un appareil photo de qualité, et de deux, pour être capable de former soit toi, soit tes employés à savoir comment utiliser cet appareil photo-là. Pour savoir c'est quoi les différentes composantes techniques de la photo, comment être capable de prendre la belle photo une fois que tu maîtrises ton appareil et comment être capable de bien retoucher cette photo-là pour qu'elle ait le plus d'impact possible sur les médias sociaux lorsqu'on la partage. Donc, on va parler bien sûr de ça en premier dans la première partie de l'entrevue, mais c'est pas tout. On va également parler de son cours en ligne. Il a été capable de générer plus de 700 000 € en seulement une année et pour n'importe qui qui a un site d'information en ligne, c'est absolument incroyable. Je vais lui demander comment est-ce qu'il a fait, ça a été quoi le processus, c'est quoi ses sources d'acquisition, etc. Et il va finir par nous parler de son dernier projet, PedagoClick, qui en fait essentiellement, on dit aux gens souvent que c'est important de créer du très très bon contenu. Sauf qu'on ne prend pas le temps d'expliquer c'est quoi du bon contenu. Puis, on ne prend pas non plus le temps d'expliquer comment créer du très bon contenu. Donc, PedagoClick, c'est exactement ça son objectif. Je vais t'inciter à aller regarder son site web, tous les notes, bien sûr, de son site, à prendre la photo, PedagoClick, toutes les choses qu'on va mentionner vont se retrouver au latranchée.com/20. Et dernière chose, avant de me lancer dans cette entrevue avec Laurent, une chose à te parler. Je suis présentement en train d'apprendre la photo, donc j'ai trouvé cette entrevue-là qui tombait juste à point. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir avec Laurent et je ne sais pas si tu as remarqué, mais je viens de changer d'appareil pour être capable de filmer mes vidéos. Je suis maintenant rendu avec un Sony A7R3. C'est l'image que tu peux voir présentement. Ça filme en 4K. Donc, je ne sais pas si tu es capable de voir la différence. Avant, j'avais une Canon 80D. Et juste pour cette vidéo, j'ai décidé de tester un nouveau micro que j'ai acheté qui s'appelle le Saramonic TX9 avec un récepteur sans fil qui est par-dessus ma caméra. Ici, c'est un petit micro-cravate. Parfait pour faire les entrevues, donc les prochaines entrevues de podcast, je crois bien utiliser ces micros-là. Donc, chaque invité va avoir un micro-cravate à cause que je pense que ça va donner un meilleur son qu'avec les microphones shotgun. Donc, si jamais c'est ce petit côté technique-là de l'appareil, la lentille, le son, l'éclairage, tout ce genre de choses-là t'intéresse, je t'invite à laisser un commentaire, savoir peut-être que j'aimerais ça que tu fasses plus de contenu là-dessus, Olivier. C'est définitivement une passion que je suis en train de me découvrir. Fait que je pense que ça s'est reflété un peu dans la conversation que j'ai eue avec Laurent. Donc, j'en dis pas plus long et voici mon entrevue avec Laurent Breillat de apprendre-la-photo.fr. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Scotch et Domination mondiale. Je suis présentement avec Laurent Breillat de apprendre-la-photo.fr. Bonjour Laurent, comment ça va? Salut Olivier, écoute, ça va très bien. Merci de m'accueillir. Écoute, ça me fait un très grand plaisir. On a un gros épisode de podcast aujourd'hui. Donc, bien sûr, tu es derrière apprendre-la-photo.fr. Donc, on va parler de photos, trucs pour les entrepreneurs, pour les marketeurs, pour être capable de prendre de meilleures photos. Ça fait un segue avec l'épisode 17 qu'on avait eu avec Charlie Fernandez où on parlait d'Instagram, comment être capable d'avoir une belle croissance sur son compte Instagram. Et je pense qu'il n'y a rien de plus important sur Instagram que d'avoir des belles photos. Fait que ça va être excessivement pertinent pour ça. Et ensuite de ça, toi, ton site web apprendre-la-photo.fr, si je comprends bien, de ce que j'ai lu sur les internets, tu as eu une année où tu as généré plus de 700 000 €. Est-ce que c'est bien ça? Oui, absolument. Ma meilleure année, c'était ça. Parce que j'avais simplement, j'avais mon premier produit qui se vendait toujours bien. Et j'ai aussi lancé un nouveau produit cette année-là, qui était pas mal attendu par les gens, parce que je parlais de retouche photo. Et du coup, j'ai eu énormément de gens qui se sont inscrits. Donc, du coup, j'ai fait une très, très bonne année cette année-là, effectivement. Bon, fait que je veux exactement savoir comment est-ce que ça s'est passé, comment est-ce que tu as fait. On va décortiquer un peu cette histoire à succès-là et finalement, tu as un nouveau projet qui s'appelle PedagoClick. On va y revenir vers la fin. Peux-tu faire un petit briefing sur le projet avant qu'on y retourne plus tard?
Ok, alors un petit briefing sur Pédagogclick. En fait, l'idée c'est d'aider les gens qui veulent faire comme moi, c'est-à-dire qui veulent vendre des produits d'information sur Internet, parce que c'est ce que je fais, hein. Moi, je vends des formations à la photo en ligne, donc je vois pas mes clients, etc. Forcément, je fais du contenu. J'ai mon blog, j'ai ma chaîne YouTube. Donc en gros, tous les gens qui veulent faire du contenu sur Internet, gratuit et payant, hein, c'est les aider à faire du meilleur contenu. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de conseils sur comment bien faire du web marketing, comment bien vendre ses produits, et c'est super important, hein. Mhm. Évidemment, il faut se former là-dessus. Mais tout le monde dit un petit peu, évidemment, il faut faire du bon contenu, comme si c'était évident, alors qu'en fait, ça ne l'est pas du tout. On peut tout à fait être expert dans un domaine et pour autant pas forcément avoir des facilités à transmettre cette expertise. C'est vraiment deux choses différentes, hein. Je pense qu'on a tous connu des profs qui étaient mauvais, hein, qui avaient peut-être beaucoup de connaissances mais qui ne savaient pas les transmettre. Et voilà, pas simplement parce que c'est pas inné. Donc moi, ce que je veux faire, c'est aider les gens à faire du meilleur contenu avec leur expertise ou avec l'expertise qu'ils sont en train de développer, parce que ça me semble vraiment fondamental. Je pense qu'aujourd'hui, c'est très important de donner du bon contenu aux gens avant de leur vendre. Malheureusement, ma connaissance, il y a personne qui forme à ça. Donc voilà, j'ai un petit peu envie de remplir ce vide. C'est excellent parce que effectivement, moi, c'est quelque chose que je vois beaucoup. Tu sais, j'ai une formation sur tu sais, comment faire un blog et oui, c'est une chose de faire ton blog, ton site WordPress, sauf qu'une fois que ton site est fait, tes articles de blog, comment faire en sorte qu'ils soient excellents? Ton audio, ton podcast, comment faire en sorte qu'il soit intéressant à suivre? Ta vidéo, comment faire en sorte que les vidéos que tu crées soient captivantes? C'est un art en soi et il y a vraiment c'est difficile à apprendre, c'est difficile à expliquer. Donc, c'est un projet qui m'intéresse beaucoup. On va en reparler tantôt plus en détail, mais on va commencer bien sûr par la photo. Et là, je vais te poser une question qui est pas évidente, mais je vais te laisser partir dans un peu n'importe quelle direction. Je me suis pris quelques notes également parce que bon, je fais de la photo de façon amateur. Fait que j'ai quelques notions qu'on va pouvoir partager avec les gens ensemble. Donc, selon toi, quelles sont les différentes composantes à la photographie? Les différentes composantes à la photographie. Effectivement, c'est pas une question facile. Euh, Je pense que d'abord, il y a évidemment il y a les aspects purement techniques. Ils y sont, hein, ils existent, donc on va commencer par ça parce que je pense que c'est contrairement à ce que pourraient penser les gens, c'est peut-être les plus simples en fait. Donc voilà, une photo, en général, on veut qu'elle soit nette, ou alors si on veut qu'elle soit floue, on veut qu'elle soit floue là où on veut volontairement. Enfin, on veut contrôler ça. On veut contrôler aussi à quel point elle va être lumineuse ou plus sombre. On veut contrôler est-ce qu'il va y avoir un flou d'arrière-plan derrière le sujet, est-ce que l'arrière-plan va être tout flou et la personne nette ou pas. Donc on veut contrôler différentes choses. Et il y a certains aspects techniques qui sont un petit peu voilà, c'est comme si en peinture ou en dessin, tu maîtrisais tel ou tel type d'outil, tu maîtrisais le fusain, puis tu maîtrisais le crayon, et puis le feutre, enfin voilà, ou la peinture à l'huile, il y a plein de choses différentes. En photo, il y a quand même des composantes techniques, c'est-à-dire voilà, comment on fait techniquement avec l'appareil photo pour obtenir tel ou tel résultat. Après, il y a évidemment d'autres choses qui font partie du moment où tu prends la photo, mais qui sont pas purement techniques, comme par exemple le moment qu'on va choisir pour prendre une photo. Hein, voilà, quand quelqu'un, c'est simple, hein, si on fait du portrait, si on est en famille à Noël et qu'on fait des portraits des enfants, il va y avoir des moments qui vont être meilleurs que d'autres, parce qu'ils vont avoir une expression qui va être plus joyeuse, plus intéressante, il va y avoir un moment qui se passe, voilà, il va y avoir un sourire qui s'échange. Donc ce moment-là, il fait partie des choix du photographe, il est super important. Pourtant, il n'est pas technique, c'est juste le moment auquel on va appuyer sur le bouton, mais les réglages se font avant. Et puis il y a aussi la lumière, évidemment, parce que la photo, c'est photographie à la base, ça veut dire écrire avec la lumière. Et donc, la lumière qu'on va avoir, elle est super importante. Alors évidemment, on la contrôle pas toujours, mais c'est important d'en avoir conscience parce que forcément, on va avoir un résultat très très différent sur la lumière. Et on peut avoir une photo où on a bien fait les réglages, où on a un beau moment, mais la lumière est toute pourrie. Et ça va pas forcément être une mauvaise photo, mais elle aurait pu être meilleure si la lumière avait été meilleure. Donc évidemment, on contrôle comme on peut, mais si on peut l'influencer, c'est toujours utile de penser à ça. Donc ça, c'est vraiment tout l'aspect prise de vue. Et c'est vrai qu'après, derrière, il y a aussi un aspect de ce que j'appelle post-traitement. J'aime pas trop dire retouche, parce que quand tu dis retouche, les gens ils pensent tout de suite retouche de magazine, amincir des modèles, etc. C'est pas du tout ça. Je préfère parler de post-traitement. Vraiment, c'est du traitement de la photo. Donc, c'est jouer sur les contrastes, sur les couleurs. C'est des choses assez subtiles. On n'est pas obligé de faire des choses très compliquées. Et l'idée, c'est d'attirer l'œil de la personne qui va regarder la photo là où on a envie qu'elle regarde, en fait. Donc voilà, on va jouer sur plein de choses comme ça, et c'est un truc qu'on faisait déjà avant les logiciels. Hein. À l'époque, on faisait de la photo argentique, il y avait déjà des techniques en laboratoire pour contraster plus ou moins, pour ramener plus de lumière à un endroit de la photo qu'un autre. Il y avait déjà des techniques pour ça. Donc finalement, on fait juste la même chose sur l'ordinateur aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose que les gens
parfois ils ont une espèce de croyance où ils disent je préfère faire des photos pas retouchées, mais en fait faire des photos pas retouchées c'est faire des photos pas finies. Donc il y a cet aspect-là. Hashtag no filters. Voilà, hashtag no filter. Mais bon, sauf que en réalité, quand tu prends une photo avec ton smartphone, même sans filtre, elle est déjà traitée par l'appareil, parce qu'elle n'est pas brute du tout. En fait, l'appareil fait déjà des choix de mettre plus ou moins de contraste, plus ou moins de saturation dans les couleurs. Donc il y a déjà des choix qui sont faits. Donc moi, mon point de vue, c'est qu'il faut juste faire ces choix soi-même, plutôt que de les laisser aux automatismes de l'appareil. Et puis enfin, le dernier truc que je veux toujours rajouter, parce que ça me semble vraiment super important, c'est un aspect un peu plus créatif, un peu plus artistique, parce que alors évidemment, ça dépend avec quel but on fait de la photo. Hein. Si on fait juste des photos pour faire des souvenirs de ses vacances, c'est complètement ok, il n'y a aucun mal à ça. Mais quand on veut faire de la photo, on va dire, quand on veut aller un petit peu plus loin, quand on veut faire ça un peu plus sérieusement, enfin je mets des guillemets autour de sérieusement parce que c'est plutôt du fun, hein. C'est de... voilà, c'est vraiment l'aspect créatif en fait, c'est d'essayer d'aller plus loin, d'exprimer un petit peu sa vision du monde à soi, qu'est-ce que nous on voit dehors et qui pour nous mérite d'être montré dans une photo, parce qu'une photo c'est quand même extraordinaire, tu sais, en fait on arrête un instant pour l'éternité, t'as juste un instant comme ça, et t'en fais une photo, et ensuite on peut regarder cet instant pour l'éternité, donc c'est quand même, enfin c'est assez incroyable, on a une espèce de pouvoir d'arrêter le temps, tu vois, et voilà, ce que tu vas choisir de montrer, c'est aussi un petit peu qui tu es, et je pense qu'il y a un énorme potentiel pour que les gens puissent un petit peu exprimer qui ils sont et exprimer leur côté créatif et artistique avec la photo. Il y a ce potentiel-là parce que, contrairement à d'autres arts, on va dire que tout le côté technique, il est assez facile. Au final, la technique, elle peut s'apprendre en quelques semaines, en quelques mois, tandis que voilà, si tu veux faire de la peinture demain, en général, tu vas galérer un moment avant d'avoir un truc qui ressemble à quelque chose parce que c'est difficile, quoi. Tu dois apprendre à avoir le pinceau. Pareil pour faire de la musique, si tu veux apprendre un instrument, ça requiert beaucoup de travail. Et la photo a cet avantage que la technique est finalement assez facile. Et du coup, on peut se concentrer sur l'aspect artistique plus vite. Et je pense que c'est aussi ça qui attire certaines personnes. En tout cas, c'est cet aspect-là que j'ai envie de pousser. Voilà, j'ai fait le tour. Oui, c'est bon. Honnêtement, j'avais toutes les catégories que j'avais comme prévues d'avance pour savoir si on allait retourner sur certains points. Tu les as presque tous couverts. En fait, il y a peut-être juste au niveau de la technique que j'aimerais qu'on passe un petit peu plus de temps. Juste qu'on peut-être juste mentionner puis expliquer c'est quoi les différentes composantes techniques justement d'un appareil photo. Premièrement, tu as mentionné quelque chose qui est vraiment intéressant, c'est que lorsque tu prends une photo avec ton iPhone, avec ton téléphone, il y a un profil de couleur qui est appliqué. Donc, ton téléphone fait un choix sur, OK, je pense que la lumière, là, elle devrait être bleue, puis elle devrait être avec tel contraste. Alors que lorsqu'on a un appareil DSLR, moi, c'est une des choses qui m'a fait capoter un peu le plus, c'est que lorsque j'ai commencé à faire de la photo, on est capable de prendre des photos en RAW, qu'ils appellent. Je sais pas c'est quoi le terme francophone pour ça. On utilise pareil. Et puis, la photo est tellement différente quand tu prends ton RAW versus la version que ton appareil a décidé de générer automatiquement. Et puis, les ajustements qu'on est capable de faire en post, comme que tu mentionnais, c'est absolument ridicule. Je veux dire, des zones où c'était complètement blanc ou complètement noir et qu'on voyait absolument rien, tu es capable d'aller chercher plein de détails à l'intérieur de ça. Fait que c'est vraiment le fun. Et ces aspects techniques-là. Donc, tu as ton appareil photo, tu as ton DSLR. Premièrement, est-ce que tu as des recommandations au niveau, je sais pas, moi je suis un entrepreneur qui n'a pas nécessairement un gros budget. On va se donner peut-être entre 1000 et 2000 $, disons, pour un appareil pour être capable de faire de la photo et de la vidéo. Est-ce que tu as des choix que tu recommandes systématiquement aux gens? Alors, déjà, comme budget, c'est déjà bien. Avec ça, tu peux avoir quelque chose qui est largement suffisant. Peut-être même avec moins que ça. 1000 $ déjà, c'est bien. Alors, je donne jamais de modèle en particulier parce que ça dépend quand même un petit peu des individus et je préfère aider les gens à bien faire leur choix eux-mêmes plutôt que juste de donner un truc tout fait. Je pense qu'en gros, pour ce prix-là, il faut prendre soit, comme tu disais, un DSLR, donc les Français appellent ça réflexe, ou un hybride. Donc les hybrides, c'est les mirrorless, qui sont des appareils sans miroir, mais qui ont quand même aussi des grands capteurs, le plus souvent, et qui permettent d'avoir des résultats qui sont équivalents en termes de qualité, mais souvent avec un peu moins de poids, un peu moins d'encombrement. Donc par exemple, pour les gens qui voyagent, ça peut être intéressant de prendre plutôt ce type d'appareil. Moi, c'est ce que j'ai. Parce que ça va être plus léger, donc forcément, en voyage, c'est quand même plus pratique. Après, voilà, je ne veux pas donner de modèle particulier, mais en gros, aujourd'hui, pour ce budget-là, à peu près n'importe quel réflexe DSLR ou mirrorless de milieu de gamme, ça va donner des bons résultats. Je pense qu'il faut aussi choisir à l'ergonomie, c'est-à-dire aller dans un magasin, prendre l'appareil en main,
et voir aussi avec lequel on se sent le plus à l'aise. Parce que des fois, il suffit qu'on ait des grandes mains ou des petites mains, et il y a des choses qui sont plus ou moins intuitives pour nous. Et il faut pas hésiter à aller le prendre en main, le manipuler un peu, regarder comment ça fonctionne et voir avec lequel on se sent le plus à l'aise. Parce qu'au final, en qualité d'image, si tu prends un Canon ou un Nikon par exemple, de la même gamme, hein, évidemment, pas avec des différences de prix 3 fois, mais si tu prends à peu près la même gamme, en fait, en termes de qualité d'image, tu n'auras pas de différence concrètement. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont crier et qui vont dire ouais, si, on voit des choses, machin, mais bon, c'est anecdotique. Et encore, franchement, je pense que c'est un peu dans leur imagination. Mais par contre, il y a des gens qui vont se sentir mieux avec une marque ou mieux avec l'autre. Et ça, c'est quand même assez important parce qu'au final, à la prise de vue, le fait d'avoir un appareil avec lequel c'est plus intuitif pour toi, c'est plus simple, ça va quand même t'aider. Donc au final, j'aurais tendance à aussi à recommander de prendre en main. Après, pour l'aspect vidéo, bon, c'est un peu moins ma spécialité, mais je pense que voilà, si c'est un entrepreneur qui cherche à faire des vidéos de lui-même face caméra, il y a un truc qui est important, c'est l'écran orientable, c'est-à-dire qu'il puisse se voir dans l'écran de l'appareil. Donc il n'y a pas tous les appareils qui ont ça, certains ont un écran orientable, mais parfois on ne peut pas le retourner complètement. Donc voilà, il faut quelque chose où on puisse voir l'écran depuis la face, depuis devant l'appareil. Ça, c'est vraiment très pratique, hein, ça aide beaucoup. La deuxième chose, c'est peut-être éventuellement une prise micro. C'est pas obligatoire, on peut se débrouiller sans, mais c'est toujours un peu plus pratique. Puis une prise d'écouteur aussi pour être capable d'entendre qu'est-ce que ton appareil effectivement capte. Et puis au niveau de... Parce que là, c'est bien d'avoir ton appareil, mais ton appareil avec... Tu as le corps et ensuite de ça, tu as la lentille. J'ai vu que tu avais fait 2 guides sur justement comment choisir sa lentille pour un Nikon, je crois, et un autre pour un Canon. Oui, absolument. Donc ça, on va mettre ça dans les notes de cours. Mais grossièrement, peux-tu nous expliquer c'est quoi what's the fuss with lenses? Comme, c'est quoi les millimètres? C'est quoi, t'as comme des chiffres spéciaux à côté? Qu'est-ce que ça veut dire, tous ces chiffres-là? Et qu'est-ce qu'il faudrait qu'on utilise principalement pour des portraits, je crois? Alors, je vais essayer de résumer un petit peu. Donc, en gros, il y a, on va dire, 2 principales caractéristiques sur un objectif. La première, c'est ce qu'on appelle la longueur focale. La longueur focale, en gros, c'est le zoom. Si tu as quelque chose comme 16 mm, par exemple, c'est quelque chose qui est assez grand angle. C'est-à-dire que à la fois, tu vas voir très large. Donc, quand tu vas photographier avec un 16 mm, tu vas voir une scène très, très large devant toi. Par contre, évidemment, les éléments dedans vont être petits. Donc imagine, je sais pas, il y a un lac au Québec, tu vois, avec un 16 mm, tu vas voir tout le lac. Par contre, les arbres en face sur l'autre rive, évidemment, ils vont être petits. Par contre, avec une longueur focale plus importante, par exemple 200 mm, là, tu vas pas voir tout le lac, tu vas avoir un point de vue beaucoup plus réduit, un angle beaucoup plus réduit, mais par contre, tout va être grossi. Donc les arbres en face, tu vas les voir plein cadre. Donc en gros, ça c'est la longueur focale. Donc, qu'est-ce qu'on appelle les grands angles? C'est tout ce qui est, après ça dépend de la taille du capteur, je vais pas détailler maintenant, mais c'est tout ce qui est plutôt dans les 16 mm dans ces eaux-là. Tu as tout ce qui est téléobjectif qui commence à partir de, encore selon les tailles de capteur, mais on va dire dans les 50, au-dessus de 50 mm pour la plupart des appareils, au-dessus de 85 pour certains, qui là est plus adapté pour soit photographier des sujets qui sont loin, par exemple tout ce qui est animaux, soit les portraits, parce que les portraits, si tu es au grand angle, en général, tu vas te rapprocher des personnes et en gros, ça va leur faire un gros nez. Tout simplement, ça va déformer leur visage, donc souvent, on le fait pas. Après, ça peut être marrant à faire, mais c'est pas ce qu'on va utiliser le plus souvent. Et puis après, tu as toutes les focales intermédiaires, un petit peu tout ce qui est autour de 40 mm dans ces eaux-là. Ça, c'est un peu... Bon, ça peut servir pour plein de choses différentes. Donc, c'est quand même assez polyvalent. Donc, cela dit, moi, je pense que quand même pour un photographe et même pour un vidéaste, un objectif qui sert un petit peu tout le temps, c'est ce qu'on appelle un zoom transstandard. Donc un zoom transstandard, ça veut dire qu'en fait c'est un zoom qui va d'une focale qui est assez grand angle, donc tu vas quand même pouvoir voir assez large, à une focale qui a un petit téléobjectif, donc tu vas quand même pouvoir zoomer un petit peu, notamment faire du portrait avec sans trop de soucis. Donc qu'est-ce que c'est ce genre d'objectif? En gros, ça dépend de la taille du capteur, hein. Donc si le capteur c'est un full frame, c'est un 24-70 mm à peu près. Donc full frame, c'est tout ce qui est Canon 5D et compagnie, les gros Nikon, les 1D, les D3 et compagnie, des choses comme ça. Donc il y a pas mal de... Après, il suffit de taper sur Internet pour savoir la taille de son capteur si on ne sait pas, donc ça, c'est pas un souci. Après, la plupart des boîtiers, c'est des APS-C, c'est ce qu'on appelle un capteur APS-C, c'est un peu plus petit. Et là, en gros, un transstandard, c'est 17-50 mm à peu près. Et pour ceux qui sont en micro 4 tiers, ce qui est Panasonic et Olympus, là, c'est plutôt 12-35. Et ça, c'est, on va dire, l'objectif transstandard qui est très polyvalent
Et avec ça, on s'en sort pour pas mal de choses. La deuxième caractéristique qu'on voit toujours sur l'objectif, c'est l'ouverture maximale. Donc l'ouverture maximale, c'est à quel point il va laisser rentrer la lumière. Donc alors, il faut juste se souvenir d'un truc, c'est que plus le chiffre est petit, plus il va laisser rentrer la lumière. Donc par exemple, f2.8, c'est une plus grande ouverture maximale que f5.6. C'est comme ça. En fait, il faut juste retenir, c'est une fraction en fait. C'est comme si on disait 1 sur 2.8. Donc il faut juste comprendre que quand on a une grande ouverture maximale, donc plutôt un petit chiffre, par exemple 2.8, 2, 1.4, on va pouvoir laisser rentrer plus de lumière. Donc ça veut dire que si on est dans des conditions de basse lumière, on va avoir plus de facilité pour photographier ou prendre des vidéos. Par exemple en intérieur, quand il fait un peu sombre le soir. Et la deuxième chose, c'est qu'on va plus facilement pouvoir faire du flou d'arrière-plan. Donc tu sais, quand tu fais du portrait, typiquement, on parlait portrait, le fait de photographier quelqu'un, tu fais la mise au point sur ses yeux, et avec une grande ouverture, tu vas avoir l'arrière-plan qui va être flou. Donc l'ouverture maximale va te permettre d'avoir potentiellement plus de flou. Alors si tu veux, t'es pas obligé de l'avoir, tu peux aussi avoir l'arrière-plan net en faisant les bons réglages, mais tu vas avoir la possibilité de le faire. Donc ça te rajoute des possibilités quand même super intéressantes. C'est pour ça que moi, quand on me parle d'objectifs, que les gens ils savent pas quoi acheter, j'ai envie de leur dire, comme je disais avant, un transstandard qui, avec une grande ouverture maximale, donc en général f2.8, ça permet de faire quand même pas mal de choses, c'est déjà très polyvalent. Et ensuite, une fois qu'on a pas mal photographié avec, et peut-être qu'on s'est senti limité sur certains aspects, là on va pouvoir se dire, ok, il me faut tel ou tel objectif parce que je sais ce qui me manque. Mais je pense qu'au début, c'est bien pour commencer. Après, pour aller plus loin, il faudrait regarder mon contenu sur l'objectif. Donc il y a mes bouquins, mais il y a aussi un article et une vidéo gratuite pour aussi commencer à faire un tour d'horizon un peu plus précis que ce que je viens de dire. Mais voilà, en gros, c'est ce que je pouvais résumer sur les objectifs. Super. Écoute, je vais te poser 2 questions qui sont très, très reliées. La première, ça va être, as-tu des trucs pour être capable de prendre des meilleures photos? C'est quoi, mettons, là, tes 5 conseils ou 3 conseils, je ne vais pas te donner un chiffre prédéfini, mais vraiment tes meilleurs trucs pour faire des bonnes photos. Et ensuite de ça, j'aimerais ça que tu nous parles, c'est quoi les erreurs que tu vois que les gens ils font le plus fréquemment lorsqu'ils prennent des photos? Ok. Du coup, je pense que je vais répondre aux deux en un, parce qu'en général, les conseils, c'est souvent pour éviter ces erreurs-là. Donc, je vais sûrement un petit peu mixer les deux. Mais donc déjà, une chose que les gens font beaucoup quand ils commencent la photo, c'est souvent, ils voient quelque chose qui les intéresse visuellement, ça attire leur œil, donc ils vont sortir leur appareil photo, et ils vont juste appuyer sur le bouton. Et le problème de ça, c'est que ils n'ont pas forcément le meilleur point de vue à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'ils ont vu quelque chose d'intéressant que l'endroit où sont leurs pieds là, c'est le meilleur point de vue possible. Il y a sûrement moyen d'avoir un meilleur point de vue sur ce sujet-là. Donc une des choses importantes, c'est de bouger. C'est que quand on voit quelque chose qui est intéressant, faut pas hésiter à faire plein de photos du même sujet jusqu'à temps qu'on en ait une bonne. C'est pas du tout une honte. Il y a beaucoup de gens qui ont la croyance que il faut prendre le moins de photos possible pour être un bon photographe. Sauf qu'en réalité, les bons photographes, ça prend plein de photos du même sujet et ça ne montre que les meilleurs. Pas grand monde va le dire, mais en vrai, on prend plein de photos et on montre que les meilleurs. Donc faut vraiment pas hésiter à en prendre plusieurs et bouger autour de son sujet. Donc ça peut être tourner autour, ça peut être aussi voir comment la lumière se place. Est-ce que on ferait pas un petit peu de contre-jour? Est-ce que comment on peut se positionner par rapport à la lumière? Et puis aussi en haut et en bas, par exemple, là, on peut s'abaisser, on peut s'accroupir par terre pour avoir un angle de vue plus bas, ça peut être intéressant. Ou au contraire, essayer de grimper sur un truc ou de monter sur un banc, sur des marches pour avoir un angle de vue qui est plus de dessus. Il peut y avoir des choses à faire avec l'angle de vue. Et ça, c'est vraiment un truc que la plupart des gens ne font pas quand ils commencent. Une autre chose que je vois beaucoup, c'est quand on regarde les bords du cadre d'une photo, il y a souvent des trucs qui dépassent. C'est-à-dire les gens, ils prennent une photo et il y a une branche dans un coin qui dépasse, t'as un petit bout de branche comme ça. Et le problème de ça, c'est que en fait, on voit que ça n'a pas été fait exprès. On voit que les personnes, elles n'ont pas gardé ces branches dans le cadre de manière volontaire. En général, c'est juste qu'elles sont pas regardées. Donc, une bonne solution pour améliorer ces photos, c'est de toujours, avant de prendre une photo, ou éventuellement après, on regarde la photo, on se dit merde, j'ai gardé un coin de branche dans le coin, donc je vais la reprendre. Mais essayer de regarder, en fait, de faire un peu le tour du cadre, c'est-à-dire regarder tout autour s'il n'y a pas un truc qui dépasse. Après, c'est pas forcément mal qu'il y ait un truc qui dépasse, mais il faut se dire, est-ce que je veux vraiment qu'il soit là? En fait, il faut prendre une décision consciente de qu'est-ce qu'on va mettre dans le cadre. Qu'est-ce qui est utile de mettre dedans? Est-ce que ça apporte quelque chose ou non? Et j'aime bien dire, il faut aussi le faire franchement. Parce que si tu fais un truc pas franchement, donc si tu coupes, par exemple, si tu as un portrait et que tu coupes le haut de la tête de la personne, mais tu coupes juste un tout petit peu, tu coupes genre 1 centimètre, on va avoir l'impression que tu l'as pas fait exprès. Et d'ailleurs, en général, quand tu fais ça, c'est que tu l'as pas fait exprès.
Donc, tu peux couper la tête de la personne en haut, tu vois, mais dans ce cas-là, il faut le couper plus franchement. Il faut couper, je sais pas, au milieu du front, ou enfin, pour faire vraiment un truc très serré. Quand on prend une décision comme ça, couper ou ne pas couper, il faut le faire vraiment. C'est-à-dire, faut pas juste la faire à moitié, parce que si on le fait à moitié, en général, on a l'impression que c'est pas fait exprès, et c'est pour une bonne raison, c'est parce que la plupart du temps, quand les choix sont faits à moitié, c'est qu'ils sont pas faits exprès. Quand tu demandes aux gens, ah, pourquoi t'as coupé là, ils font, ah ouais, bah j'ai pas pensé, parce que en général, ils ont pas pensé. Donc ça, mais ça c'est vraiment un truc que je retrouve beaucoup dans les photos de débutants. Et puis peut-être une dernière chose, c'est souvent, pas toujours, hein, mais les gens, ils règlent pas vraiment l'exposition de la photo. Donc l'exposition, c'est à quel point elle va être lumineuse ou sombre. Et c'est un truc voilà, il faut mieux à la prise de vue quand même essayer d'avoir une photo qui est pas trop sombre. Et souvent quand les gens débutent, elle est un peu trop sombre. Donc pour ça, il y a un outil qui est pas mal qui s'appelle la correction d'exposition, qui est présent sur la majorité des appareils. Donc après, il faut voir dans le manuel comment l'utiliser, hein, ça dépend des boîtiers. Mais voilà, c'est un dispositif qui aide beaucoup à pouvoir éclaircir un petit peu la photo ou l'assombrir si elle est trop lumineuse. Donc contrôler un petit peu ça à la prise de vue. Alors de toute façon, on peut rattraper ça au traitement derrière, tant qu'on n'a pas fait de trop grosses erreurs. Hein. Si la photo est pas beaucoup trop lumineuse ou beaucoup trop sombre, normalement, s'il y a une petite erreur, on peut la rattraper au traitement derrière, mais tant qu'à faire, autant le faire à la prise de vue. Et en tout cas, si ça n'a pas été fait à la prise de vue, ben, c'est bien de traiter la photo derrière pour qu'elle soit assez lumineuse. Alors, je vais pas commencer à expliquer comment savoir si elle est assez lumineuse maintenant, parce que d'une, ce serait peut-être un peu long, peut-être un peu trop compliqué là comme ça pour une audience qui est peut-être pas habituée à entendre parler de photos, et en plus c'est visuel, donc c'est un peu compliqué de le faire à l'oral. Par contre, je te donnerai un lien vers un article où je parle de l'histogramme, qui est un outil qui est vraiment très très pratique, qu'il n'y a pas grand monde qui utilise, alors que pourtant c'est vraiment très utile, et qui fait peur au début, parce que c'est une espèce de graphique, tu vois, donc les gens ils disent oula, c'est pour les pros, c'est un truc de matheux, c'est pas pour moi. En fait, c'est facile à utiliser et ça peut vraiment aider à avoir des résultats en photo qui sont meilleurs. Pour être capable d'apprendre et maîtriser la photo le plus rapidement possible, est-ce que tu as des trucs à nous partager? Le plus rapidement possible, je pense que déjà au départ il faut s'atteler aux bases techniques tout de suite, hein, donc vraiment tout ce qui est plus ou moins ce dont je viens de parler, mais un peu plus loin aussi, donc tout ce qui est l'exposition en général, la mise au point, enfin il faut maîtriser son outil, hein. Forcément on a quand même on travaille avec un outil qui est l'appareil photo, on travaille pas avec, je sais pas, comme un danseur, il travaille que avec son corps, donc il a pas de trucs techniques à apprendre, mais dans un sens il a aussi des trucs techniques avec son corps à apprendre, c'est-à-dire qu'il faut maîtriser son corps. Donc en fait je dis n'importe quoi, même un danseur il faut qu'il apprenne son outil. En fait voilà, dans n'importe quel art, en général, il y a quand même des choses techniques à maîtriser. Et donc là, évidemment, pour apprendre rapidement la photo, il faut commencer par maîtriser les bases techniques, parce que c'est ce qui va être, entre guillemets, le plus facile, même si au départ, ça peut faire peur. Et une fois qu'on a fait ça, on a quand même les outils pour faire au moins des photos, ce que j'appellerais des jolies photos. C'est-à-dire voilà, des photos où on va faire une photo de paysage et par rapport à son voisin, on sera au même endroit au même moment, mais on aura un truc beaucoup plus beau parce que on saura maîtriser les choses. Donc quand je parle de technique, je parle aussi un peu de la technique de traitement derrière, hein, donc un petit peu dans le logiciel aussi comment faire un post-traitement qui améliore la photo. Donc ça c'est vraiment les aspects techniques, on peut les apprendre assez vite et ça permet pour moi d'arriver au stade jolie photo assez vite. Après par contre, si on veut passer un peu plus au stade dont je parlais avant, qui est plus de s'exprimer, de passer sur le côté artistique, là par contre je vais pas te mentir, ça va pas être rapide. C'est-à-dire que y a aucun artiste qui est devenu excellent très vite, juste en un an, et en général il bosse beaucoup. C'est-à-dire que quand tu regardes tous les grands artistes, et même en particulier les grands photographes, mais même dans d'autres domaines, les grands photographes, souvent tu regardes leurs 10 premières années de photos, il y a des trucs bien, mais ça n'a pas grand chose à voir avec la qualité de ce qu'il peut faire plus tard. Donc, dès qu'on est vraiment dans le développement du côté artistique, du côté créatif, de vraiment s'exprimer avec la photo, ça met beaucoup plus longtemps. Et j'ai envie de dire, c'est normal et c'est même bien. Parce qu'il faut aussi faut des fondations solides, faut beaucoup pratiquer, et il faut beaucoup se poser de questions et se cultiver aussi en photo. Je pense que la culture photographique, elle est importante à avoir. Et que ça prend du temps. Et c'est normal, c'est partie du processus, hein. Si on veut vraiment faire quelque chose de plus artistique, ça va pas prendre 2 minutes. Donc je pense qu'il faut profiter du voyage en fait, hein. Il faut aussi se dire que parfois on n'a pas de résultats rapidement, que ça fait aussi partie de la vie. Ouais. Et puis, tu sais, c'est sûr que c'est vraiment long de vraiment développer l'œil photographique, dans le sens que tu vas regarder une scène et puis instantanément, tu vas avoir un hunch, un guts pour te dire, moi, je pense que selon tel angle, avec telle prise de vue, avec tel élément dans le cadre, ça va être mieux. En fait,
c'est un peu ce sens-là que tu développes au fur et à mesure que tu prends tes photos. Tu vas prendre 1000, 2000, 3000, 5000 photos et puis petit à petit, tu vas venir développer ton instinct sur qu'est-ce qui va rapidement être capable de te donner quelque chose de vraiment très, très bien. Exactement. Et puis, c'est sûr que toi, tu parles aussi du côté artistique. Là, on va pas rentrer non plus dans l'intention, de ta création, de ton propos, de ta photo et ce genre de choses-là. J'ai eu beaucoup d'amis en art à l'université. On a passé des soirées à boire de la bière et à s'astiner sur l'utilité ou pas de ce genre de choses-là. Et puis, donc, moi, j'ai peut-être quelques conseils aussi pour les gens. Tu vas pouvoir me dire qu'est-ce que tu en penses, mais je crois que d'avoir des partenaires avec qui faire la photo, c'est-à-dire des amis qui veulent apprendre la photo en même temps que toi, euh, comme ça fait en sorte que vous allez pouvoir aller prendre des photos ensemble. Une personne va avoir une perspective, l'autre personne va en avoir une autre. Une personne va peut-être mieux maîtriser la technique, l'autre va mieux maîtriser la composition. Donc, ça va vous permettre de vous échanger des trucs et ça va vous permettre d'apprendre beaucoup plus rapidement. C'est la même chose avec la musique. C'est pour ça que c'est le fun quand que tu joues de la guitare, mettons, avec des amis, parce qu'il y en a qui vont avoir une meilleure technique sur la rythmique, d'autres sur la mélodie. Et puis, moi, ça a été quelque chose qui m'a permis beaucoup de m'améliorer autant en musique que là en photo. J'aime ça parce que j'ai des amis qui en font. Donc, ça me permet d'échanger des trucs. Et l'autre truc que je pense aussi qui est vraiment pertinent, c'est, on a parlé d'Instagram un peu au début. Instagram, les photographes ont des comptes Instagram absolument incroyables. Alors, lorsque vous voulez aller faire des shootings photos ou prendre des photos, allez suivre des photographes sur Instagram. Faites-vous des collections dans Instagram de leurs meilleures photos ou des trucs que vous allez tenter de reproduire. Tu sais, c'est comme tantôt, je faisais un parallèle avec la musique. Quand tu apprends la guitare, qu'est-ce que tu fais? Tu reproduis des créations qui ont déjà été faites la plupart du temps par d'autres guitaristes. Et puis, c'est en reproduisant ces techniques-là qu'on est capable de maîtriser un peu son instrument pour ensuite être capable d'être original et de faire ses propres créations. Mais je pense que c'est un peu aussi le même principe en photo. Tu vas regarder quelque chose que tu fais « Wow, c'est vraiment incroyable ». Tu vas simplement être capable d'apprendre à faire ce genre de choses-là en essayant de le reproduire dans ton environnement avec tes sujets, avec ton appareil. Oui, je suis d'accord avec toi. Je vais juste compléter sur un ou deux trucs. Alors déjà, dans ce que tu disais sur pratiquer à plusieurs, je pense qu'effectivement, au début, ça peut être intéressant parce que justement, voilà, chacun a plus ou moins ses compétences. Il y en a qui vont pouvoir expliquer aux autres. Et aussi, un des meilleurs moyens d'apprendre, c'est d'enseigner. Donc voilà, ça peut évidemment servir d'échanger avec d'autres photographes. Je pense juste qu'au moment où, par contre, au moment où tu passes plutôt dans le domaine artistique et où tu veux davantage t'exprimer personnellement, la photo sera quelque chose de plus solitaire parce que voilà, c'est quand on va aller faire des photos, si on fait de la photo de rue ou même si on fait d'autres choses, c'est plutôt un travail qu'on fait tout seul si on veut vraiment faire un truc qui nous ressemble à nous. Donc je pensais bien au début, mais je pense qu'à un moment il faut aussi savoir essayer de sortir ce que nous on a envie de sortir. Mais c'est vrai que ça vient plus tard. Parfait, super. Je pense que ça fait une transition parfaite à cause que tu as mentionné que parfois pour être capable d'apprendre plus rapidement, il ne suffit que d'enseigner. Et je pense justement, tu fais un cours en ligne sur la photo. Tu m'as mentionné tantôt, avant qu'on débute l'entrevue, que tu avais débuté ton site en 2010, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça, en 2010. Ouais. Et toi, d'où est-ce que ça t'est venu l'idée de starter un site web pour enseigner aux gens à faire la photo? Alors, en fait, ce qui s'est passé, donc en 2010, en fait, donc je connais Olivier Roland que certains de tes auditeurs connaissent peut-être. Donc je le connais depuis longtemps, je le connais depuis plus de 10 ans maintenant. Donc c'est un ami et il avait lancé son blog à l'époque. Il commençait à gagner de l'argent avec. Il était très très enthousiaste vis-à-vis de ça et tellement enthousiaste qu'il en parlait à tous ses amis en disant vous devriez lancer un blog, c'est génial. Donc voilà. Donc forcément, tu vois, ça te travaille au bout d'un moment. Et donc au début j'étais un peu sceptique et puis voilà il me tanne un petit peu avec et je dis ouais ok t'es marrant mais bon de quoi je vais parler. Il fait t'as pas une passion. Je suis en train de me mettre à la photo et c'est vrai que voilà ça m'intéresse pas mal et tout. Il dit t'as qu'à parler de ça. Et je lui dis ouais mais bon pour l'instant j'y connais rien, je débute un peu. Il fait c'est pas grave, t'apprends juste aux gens ce que tu sais déjà et tu partages ta progression. Je fais c'est pas con et en fait je me suis rendu compte aussi que c'était aussi pas con pour une bonne raison, c'est que quand moi j'avais commencé à prendre la photo, j'avais rien trouvé en français qui me plaisait vraiment. J'avais trouvé quelques trucs sympas, mais rien où je me suis dit, waouh, c'est génial. Par contre, j'avais trouvé pas mal de trucs en anglais. Je me suis dit, c'est vrai qu'en français, il n'y a pas l'espèce de mix de pédagogie, mais aussi de côté sympa, un petit peu, tu vois, informel, quoi. Parce qu'il y a des gens qui écrivaient des trucs, mais c'était un peu trop prof pour moi, tu vois, ça faisait un peu trop. T'avais l'impression de retourner à l'université, quoi. C'était pas bon.
Et voilà, c'était pas le fun. Et du coup, bah, je me suis dit, bon, bah, après tout, j'ai qu'à tenter. Et j'avais un petit peu envie d'avoir un projet perso à l'époque, tu sais, en plus de mes études. Je me suis dit, bon, bah, ça fait un truc à côté qui me motive. Donc, je vais écrire un petit peu. Mais au début, je comptais même pas gagner d'argent avec. C'est-à-dire, je me suis dit, bon, on verra bien dans 6 mois si j'ai pas mal de gens qui me lisent ou pas. Et bah, si j'en ai pas, je peux toujours arrêter. Enfin, c'est pas grave, quoi. Et donc, bah voilà, je lance le blog. J'écris 2 articles par semaine à l'époque. Et puis, je passais un petit peu de temps sur les forums. À l'époque, les groupes Facebook, je ne sais même pas si ça existait, mais en tout cas, c'était pas outils. Enfin, 2010, hein, c'est quand même déjà assez vieux. Et donc, les forums, ça marchait encore pas mal. Et bah, je passais un peu de temps sur les forums à aider les gens qui étaient un peu plus débutants que moi, à les renvoyer sur mes articles, etc. Et puis, bah, au bout de 6 mois, j'avais déjà une belle audience. Je sais plus les chiffres, hein, ça fait trop longtemps, mais en tout cas, je sais qu'à l'époque, je me suis dit, bah, c'était quand même, c'était pas mal, quoi. Pour un gars qui avait commencé il y a 6 mois et que personne connaissait, j'avais, je sais pas, peut-être quelques milliers de personnes qui me lisaient tous les mois. C'était, voilà, j'étais content. Je me suis dit, bon, bah, je vais continuer. Et puis ensuite, bah, je finissais mes études, j'ai eu un stage à la fin. Donc en fait, un stage, c'est comme si tu bossais, hein. Et Ouais. non pas que le stage était pas bon, c'est que franchement, voilà, si jamais ils m'écoutent, le stage était cool, l'équipe était bien, le sujet était intéressant, enfin, j'ai aucun problème avec ça. C'est juste que je me suis rendu compte que j'étais pas fait pour faire du 9 to 5. Tu sais, j'étais pas fait pour avoir un boulot salarié. C'était pas pour moi, j'arrivais pas avec les horaires fixes, me lever le matin pour moi c'est compliqué parce que je suis du soir. Voilà, c'était pas fait pour moi. Et arrivé à la Je pense fin, que c'est un problème générationnel, ça. ouais, On n'est pas, t'es pas le seul. ouais, ouais. Et du coup, ben, arrivé à la fin de mes études, mon blog, ben, il marchait encore bien, j'avais continué à écrire dessus, et je me suis dit, ben, je vais prendre 1 an pour essayer de vivre de mon blog, et puis voyager aussi, parce que comme ça, si j'en vis pas, ben, au moins j'aurais voyagé entre-temps, ce sera quand même sympa. Et si au bout d'1 an, j'en vis pas, et ben, je peux toujours chercher un boulot, parce que j'ai mon diplôme, donc bon, ça se justifie complètement de dire, j'ai tenté de lancer un business, ça n'a pas marché, voilà, c'est pas un souci. Et du coup, voilà, j'ai fini mes études, je me suis mis à lancer mon premier produit très très vite. Ça a beaucoup plus marché que ce que je pensais, puisque je pensais vendre 100 e-books et j'en ai vendu 450, donc si tu veux, j'étais content, quoi. Je suis parti en voyage après, je suis revenu, j'ai lancé un deuxième produit, pareil, je pensais en vendre 100, pareil, j'en ai vendu 450, sauf qu'il coûtait 10 fois plus cher. Et donc voilà, à partir de ce moment-là, en fait, j'avais gagné largement assez d'argent pour en vivre pendant un moment déjà, et puis j'avais plus qu'à développer le business. Juste que tu nous donnes plus de détails là, sur ce Ouais. e-book-là, ton premier e-book et ta première formation. Donc, c'était quoi le sujet et le prix du premier Donc en et fait, du deuxième? voilà. En fait, on est en décembre 2011, donc c'est à peu près 1 an et demi après le lancement du blog. Et donc là, je sors un e-book qui s'appelait Choisir l'objectif qui vous ressemble. Donc là, c'était l'e-book sur comment choisir son objectif pour son appareil photo, qui ensuite est devenu un bouquin papier, parce qu'il y a un éditeur qui m'a contacté, puis on en a fait une version papier. Mais d'abord, c'était un livre numérique que j'ai vendu, prix de lancement de 19 euros. J'en ai vendu 450, donc ça faisait à peu près 8000 euros de chiffre d'affaires. Donc 8000 euros à l'époque, j'avais jamais eu autant d'argent de ma vie. Donc déjà pour moi c'était énorme. Je venais de toucher 8000 euros. Enfin c'était assez incroyable. Ouais. Et bon, avec 8000 euros en plus à l'époque, en plus après je me suis cassé en voyage en Inde. Donc en Inde, comme tu peux vivre pour 500 euros par mois, 8000 euros, tu peux, voilà, t'es tranquille. Pendant que j'étais en Inde, le bouquin a continué à se vendre pour à peu près 900 à 1000 euros par mois. Donc c'était déjà bien parce qu'en automatique, je gagnais quasiment le SMIC français, tu vois, quasiment le salaire minimum. Donc c'était déjà une bonne chose, parce que ça veut dire qu'avec ça, je pouvais vivre. Bon, pas forcément vivre richement, mais vivre, c'était déjà pas mal. Et ensuite, je rentre de voyage, et là je me dis, bon, maintenant il faut que je lance une formation, hein. Parce que voilà, à l'époque je suivais la méthode Blogueur Pro, hein, donc Olivier dont je parlais avant avait lancé sa formation Blogueur Pro entre temps, je m'étais inscrit, etc. Et donc je suivais sa méthode pas à pas, et bon, à un moment il dit, si vous lancez un produit plus cher, vous allez gagner plus d'argent, hein, c'est logique. Et donc j'ai lancé ma formation à la photo en juin 2012, donc à peu près 2 ans après le lancement du blog. Et là, pareil, j'en ai vendu 450, sauf que c'était une formation à peu près 300 euros. Donc, pour donner une idée, moins les taxes, etc., j'avais fait à peu près 115 000 euros de vente dans ces eaux-là. Ce qui était pour moi gigantesque, enfin, qu'on soit bien d'accord, hein, à l'époque, j'avais pour la première fois vendu mon e-book 6 mois avant, où j'avais fait 8 000 euros, et là, soudainement, j'en fais 115 000. Donc avec 115 000, déjà, t'es quand même tranquille un peu plus pour un moment. Tu vois, Surtout en aide. Voilà. Et donc voilà, en fait, après, j'ai passé les mois qui suivaient à finir ma formation, parce qu'évidemment, je l'avais vendue alors que j'avais juste enregistré la première vidéo, mais la suite n'était pas encore enregistrée, hein, parce que une formation de 6 mois, c'est quand même c'est long à enregistrer. Oui, et puis voilà, ensuite, j'ai continué à développer le business, hein, simplement. Ensuite, le reste, finalement, est moins
moins excitant dans un sens, parce que c'est juste finalement continuer à faire grandir son audience, sortir de nouveaux produits, mais vraiment la jeunesse du projet, elle est là. Et puis, t'avais combien de gens? Parce que là, moi, j'essaie de me mettre dans la place des gens qui sont en train de se lancer des formations et puis qui se demandent, OK, c'est beau, moi, j'ai un blog, je parle d'un sujet X, comment est-ce que je fais pour faire 450 formations? Est-ce que c'était du marketing par courriel? Est-ce que c'était la publicité sur AdWords? Comment Alors est-ce ouais, que ces ventes-là c'était sont par arrivées? email, hein. Donc c'est vraiment, en fait, c'était uniquement, j'ai pas payé de pub du tout pour ces lancements-là. C'était uniquement du trafic naturel. Donc en fait, comme les gens venaient sur mon blog et qui s'inscrivaient à la newsletter pour avoir le bonus que je leur offre, et bien quand j'ai lancé l'ebook, j'avais une liste email de 8000 personnes. Donc voilà, j'ai fait avec 8000 personnes, j'ai fait 8000 euros, donc à peu près 1 euro par personne sur la liste. Et ensuite, quand j'ai lancé la formation, j'avais 12 000 personnes sur ma liste, je pense. Et donc là, bah, j'ai fait à peu près 115 000 avec 12 000 personnes, donc j'ai quasiment fait 10 euros par personne sur la liste parce que le produit était 10 fois plus cher. C'est finalement assez logique. Et donc voilà. Donc c'était uniquement par email, hein. J'ai pas fait de pub à l'époque, c'était vraiment que du trafic naturel. Et puis, par email, je veux dire, est-ce que tu as juste envoyé un courriel pour Non, non, dire non, aux non. gens, achetez mon produit, et puis l'argent s'est mis à Alors rentrer? non, non. Évidemment, donc j'ai utilisé. Alors pour mon ebook, j'ai plus ou moins utilisé ça, mais un petit peu allégé. Mais pour ma formation, notamment, j'ai utilisé la technique du lancement orchestré, hein, qui est la PLF, la Product Launch Formula de Jeff Walker, dont Olivier parle dans sa formation Blogueur Pro. En fait, hein, il enseigne une version finalement, voilà, le lancement le plus simple qu'on puisse faire quand on commence. Et donc, bah, j'ai juste appliqué ça, en fait, hein, j'ai juste appliqué les méthodes du lancement orchestré. Ce que j'ai refait depuis, c'est toujours la méthode que j'utilise pour vendre aujourd'hui, hein. C'est une méthode qui marche très bien, donc il n'y a pas de raison de ne pas utiliser ce qui marche. Et donc voilà, j'ai fait ça, et évidemment, j'ai envoyé quand même pas mal d'emails, hein, pour vendre ces produits-là. Parce que voilà, tu vas pas juste envoyer un email en disant hey, mon produit est à vendre, ça marche pas, il faut quand même un petit peu convaincre les gens. Donc pour mon ebook, j'ai fait un petit peu de teasing avant, tu vois. Je leur ai dit bon, je suis en train d'écrire un livre, ça va sortir telle date, donnez-moi votre avis, machin. Enfin voilà, donc j'ai un petit peu teasé les gens avant, et ensuite, comme l'ebook, j'ai fait une semaine de promotion en fait. J'ai fait une semaine à 19 euros et ensuite il passait à 27 euros. Bon bah évidemment, ça a incité les gens à acheter pendant cette semaine-là, et j'ai envoyé quelques emails de temps en temps pour rappeler aux gens que c'était la semaine de lancement. Bon, par contre, la formation, je fais un vrai lancement orchestré. Donc là, il y a quand même des vidéos avant d'ouvrir les ventes. Il y a quand même des vidéos où il y a du contenu dedans, hein. C'est important d'apporter de la valeur pendant le lancement orchestré, où on va donner des conseils gratuitement aux gens, en fait. Et puis, doucement, en fait, on les amène tranquillement vers la vente. En fait, on les amène tranquillement vers la formation. En fait, on attise leur curiosité vis-à-vis de la formation. Et puis, ceux qui sont intéressés achètent, et derrière, évidemment, on leur envoie des emails de rappel pour leur rappeler que c'est cette semaine, la semaine de lancement, etc., machin. Et moi, à la fin de la semaine, je ferme les ventes. C'est-à-dire que les gens peuvent plus acheter, hein. C'est pas seulement que le prix augmente, c'est qu'ils ne peuvent plus acheter du tout. Donc ça a le mérite de, voilà, au moins les gens prennent une décision, que ce soit oui ou non, mais au moins ils ont pris une décision et ils se disent pas ouais, je l'essaierai demain. Pour ceux qui ne connaissent pas la méthode avec Product Launch Formula avec Jeff Walker, je vous invite à regarder l'épisode 15 où ce qu'on a eu Martin Latulippe qui nous a partagé exactement étape par étape comment est-ce qu'il fait Ah oui, son, Martin sait son faire, lancement. effectivement. Et oh, Martin, je pense que c'est, en tout cas, dans l'industrie du développement personnel, Martin a vraiment cartonné et a maîtrisé cette méthode-là. C'est assez incroyable. OK, donc, j'essaie encore une fois de me remettre à la place des gens qui essayent de faire qu'est-ce que tu as fait, qui essaient de marcher dans tes pas. En fait, il faut le dire que toi, c'est absolument incroyable là, comme succès ce que tu as eu. Je veux dire, on peut s'attendre à avoir du succès en utilisant une formule comme ça, mais toi, je pense que tu es un peu une anomalie là, dans le sens que tu as probablement au moins 2 fois plus de résultats que la moyenne des gens avec une liste comme ça. C'est vraiment le fun. Peut-être à cause que tu as été capable de trouver un fit entre ton produit, ton image de marque, la façon dont tu apportes les choses et la demande qu'il y a présentement dans le marché. J'ai vraiment l'impression que tu réponds réellement à un besoin qui est là, qui est fort et que tu l'apportes d'une façon qui est authentique, qui est honnête, qui est transparente. Fait que ça, c'est vraiment le fun. C'est quoi... Parce que là, tu m'as dit que c'était le trafic sur ton site web qui t'a permis de générer ces adresses courriels-là.
Ton trafic sur ton site web, tu le génères, je suppose, avec des articles de blog. Ça a été quoi la progression de ton trafic? Est-ce que tu as des trucs de référencement, des trucs pour être capable de générer du trafic? Je pense que le principal truc pour générer du trafic, c'est de faire du bon contenu, hein. Ça fera le pont avec ce dont je vais parler après, mais vraiment, en fait, Parfait, il y a beaucoup de... effectivement, donc, après, il y a des bonnes pratiques de référencement qui sont assez simples, du genre mettre ses mots-clés dans les titres, en gras, et des choses comme ça, faire du maillage interne, donc faire des liens entre ces articles, dans ces articles, etc. Mais en vrai, Google a toujours dit, depuis toujours, nous, ce qu'on veut, c'est montrer aux gens du bon contenu, donc faites du bon contenu, on s'occupe du reste. Et il y a des époques où c'était moins vrai, parce qu'il y avait des gens qui arrivaient à trouver des astuces pour monter dans les résultats de recherche, même sans faire du bon contenu. Mais Google, ils sont devenus meilleurs vraiment à trier le bon contenu. En fait, c'est logique, parce que Google gagne son argent grâce au trafic de recherche. Si les gens font des recherches sur Google, ça veut dire que derrière, ils vont afficher des pubs et donc ils vont gagner de l'argent. Donc Google a tout intérêt à ce que les gens continuent à rechercher sur Google. Et donc, ils ont intérêt à leur montrer des bons résultats. Et des bons résultats, c'est du bon contenu. Donc en fait, ils sont devenus très très bons au fait de détecter quel est le meilleur contenu. Donc vraiment, juste, je pense qu'il faut faire du contenu qui aide vraiment les gens. Parce que si ça aide vraiment les gens, en fait, il va y avoir tous les signes qui vont être au vert pour monter dans le référencement. Donc, un des signes, c'est que les gens, par exemple, vont rester longtemps sur la page. S'ils lisent l'article en entier et qu'ils reviennent sur Google seulement après, Google le détecte. Il sait que la personne, elle a passé 3 minutes sur l'article, donc il sait qu'elle l'a lu. Et donc, il va se dire, ok, cet article est plutôt bon, parce que sinon, elle serait revenue au bout de 2 secondes. Idem, si les personnes partagent les articles, c'est aussi quelque chose qui est pris en compte par Google. Donc, il y a plein de données qui sont des conséquences du fait que ce soit du bon contenu qui vont aider au référencement. Alors après, évidemment, il faut quand même qu'il y ait des liens qui pointent vers ce contenu pour augmenter son référencement. C'est-à-dire que juste faire du bon contenu tout seul, sans que personne en parle, ça suffit pas. Donc il faut quand même aussi que d'autres gens en parlent. Un des bons moyens pour ça, c'est de faire des articles invités. Les articles invités, c'est vraiment un truc qui marche super. C'est trouver des blogs qui soient dans sa thématique ou proches de sa thématique. Et puis leur proposer, en fait, leur dire, écoute, moi je fais un blog sur ça, j'aimerais bien écrire un article chez toi, donc moi je te promets juste l'article tout fait, t'as qu'à le publier, moi je mets 2 ou 3 liens vers mon site dedans, et l'avantage c'est que déjà les lecteurs de cette personne-là, ils vont cliquer sur les liens s'ils aiment bien l'article et donc venir chez nous, et en plus ça va mettre des liens d'un autre site vers le nôtre, et Google va bien aimer, il va se dire, ok, il y a des gens qui font des liens vers ce site-là, donc les articles invités, c'est vraiment une des méthodes qui fonctionne le mieux pour le faire. Et puis on dit des articles invités, mais aujourd'hui ça peut aussi être se faire interviewer par quelqu'un d'autre. Là, ce que je suis en train de faire, concrètement, ça va un petit peu aider mon référencement, parce qu'il y a des gens qui me connaissent pas, qui vont écouter le podcast, qui vont dire tiens, je vais aller voir ce qu'il fait, et puis il y aura aussi des liens. Et du coup, Google va dire, tiens, il y a un lien de plus vers le site de ce gars-là, donc c'est peut-être un site qui est un peu mieux que ce qu'on pensait. Donc ça aide. Donc, dans tous les cas, c'est vraiment les 2 choses à faire, je pense, c'est vraiment faire du très bon contenu et se débrouiller pour avoir des liens qui pointent vers soi le plus possible. Et puis, au niveau de combien d'articles ou combien de pièces de contenu est-ce que tu as publié par semaine? Et ça a été quoi ta croissance over time? Donc, est-ce que ça a pris 1 an avant d'avoir, tu as mentionné quelques milliers de visiteurs par mois. Ça a pris combien de temps? Et puis là, maintenant, ça ressemble à quoi ton trafic? Donc, sur le nombre de contenus que je publiais, à l'époque, je publiais 2 articles par semaine pendant 1 an et demi. Et ensuite, je suis passé à 1 article par semaine, parce qu'après, j'avais la formation à faire, etc. Donc, c'était plus difficile de publier autant de contenu. En termes de trafic, alors c'est difficile pour moi de me souvenir des chiffres de l'époque. Je pense qu'au bout de 6 mois, je devais être à quelques milliers de visiteurs par mois, mais te dire combien exactement, je sais pas, moins de 10 000, je pense. Et au bout d'un an, j'avais passé les 10 000 visiteurs mensuels, c'est sûr, peut-être même plus que ça, peut-être 20 ou 30, c'est difficile de dire les chiffres comme ça de mémoire. Et aujourd'hui, je suis à peu près 130 000 visiteurs uniques par mois, je pense. Trafic qui est assez stable depuis un moment. C'est vraiment bon. Parce que je pense qu'aussi, au bout d'un moment, t'as aussi un petit peu atteint un plafond. Toutes les niches ont un plafond de trafic qu'on peut atteindre. Sur la photo, peut-être que je peux pas avoir plus que ça, parce que au bout d'un moment, il n'y a pas autant de gens qui sont intéressés par la photo que ça. Et puis, si tu parles d'un truc moins connu, forcément, tu auras aussi un trafic maximum qui va pas être le même. C'est logique, si tu parles de tricot, peut-être qu'il y a moins de gens qui sont intéressés, ou plus, j'en sais rien, mais en tout cas, les chiffres dépendent aussi un petit peu des niches, forcément. Mm-hmm. Et puis, donc, 130 000 visiteurs uniques par mois, et moi, je suis curieux de savoir, tu as des opt-ins sur ton site web et ils sont très, très bien faits, tu as des pop-up, tu as des offres qui sont persuasives. Ça donne combien
d'abonnés email par mois environ? Il y a à peu près il y a entre 100 et 150 personnes qui s'inscrivent tous les jours. Donc ça fait ça fait du 3000 à 4500 par mois. Ouais, ça, et donc tout ça, c'est entre guillemets automatique, hein, c'est passif, j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit, et tout ça, c'est des gens qui peuvent derrière acheter les formations, etc. Et puis toi, tu fais aucune publicité? Là, je teste un petit peu la publicité. Pour l'instant, ça marche pas des masses pour moi, tout à fait honnêtement. Il y a des choses qui marchent, des choses qui marchent moins bien, mais il y a rien où je me sois dit, c'est magique, je vais faire 2 fois plus d'argent cette année grâce à ça. Vraiment pas. Donc je teste des choses, mais encore aujourd'hui, hein, les gens qui sont ceux qui vont le plus acheter des formations, c'est ceux qui ont trouvé le blog tout seuls et qui se sont inscrits tout seuls et pour lesquels j'ai pas dépensé d'argent en pub en fait. C'est encore ceux qui sont les plus qualifiés pour acheter mes produits derrière. Il va falloir qu'on parle de publicité Facebook après notre podcast, là. Ouais, il faudra. Parce que, ouais, c'est ça. Moi, je te dirais que oui, les gens qui trouvent ton contenu sur Google, ils ont un bon taux de conversion, mais sur les médias sociaux, en fait, c'est quoi que tu fais comme marketing sur les médias sociaux? Est-ce que tu es particulièrement présent sur Facebook, sur Instagram, sur Google+, sur Twitter? Alors, Google Plus, non. Bon, j'ai des comptes sur tous ces médias, évidemment. Je suis pas si présent que ça. Donc, récemment, j'ai lancé une campagne sur Facebook où en fait, je mets des vidéos courtes de 10 minutes qui sont des extraits de vidéos plus longues que j'ai faites. Et c'est des vidéos qui sont sponsorisées. Donc, ça marche pas mal en termes d'audience. Après, c'est pas forcément des gens que j'arrive à convertir en clients derrière. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est pas forcément intéressant pour moi maintenant. En tout cas, j'ai peut-être pas encore trouvé le moyen que ça devienne intéressant financièrement. Donc là sur Facebook c'est surtout en fait je mets des vidéos courtes. Ceux qui veulent voir ils vont sur prendre la photo, ils vont voir les vidéos sur la page Facebook. J'ai jamais fait non plus une stratégie jamais passé beaucoup de temps sur les médias sociaux non plus, parce que je veux quand même me concentrer sur avoir des gens dans ma liste, parce que une fois qu'ils sont dans ma liste email, entre guillemets ils sont à moi, ils sont pas à moi, mais c'est des gens qu'on atteint beaucoup plus facilement. Qui malgré tout en termes de vente répondent beaucoup plus, et sur les réseaux sociaux on le voit bien, hein, Facebook avec le temps le reach des pages diminue, ce qui est normal parce qu'il y a juste de plus en plus de pages de toute façon, donc dans tous les cas le reach va diminuer, et on peut très bien réunir une grosse audience sur Facebook et puis du jour au lendemain on a le reach divisé par 2, par 3, par 10. Donc le problème c'est qu'on peut mettre des efforts. On va parler de ça parce que je viens d'aller sur ta page Facebook, je me sens un petit peu niaiseux de ne pas avoir été sur ta page Facebook avant de faire l'entrevue, mais je viens de voir que tu as 253 215 personnes qui aiment ta page. Donc toi, lorsque tu parles de la diminution du reach, je ne sais pas ça fait combien de temps que tu as autant de personnes qui te suivent, mais comme là il y a la nouvelle mise à jour qui a été faite de Facebook, c'est quoi les impacts que tu as vus sur ton reach et de toute façon, alors le truc c'est que ces 250 000 personnes, il y en a une partie qui sont des likes que j'ai payés, alors pas à des boîtes qui vendent des likes de gens à Madagascar ou je sais pas quoi, hein, donc avec des campagnes de pub Facebook en fait pour inciter les gens à liker la page, que j'ai fait notamment sur toute l'Afrique francophone parce que c'est beaucoup moins cher là-bas, et ça coûtait vraiment rien du tout d'avoir des likes qui viennent de cette partie du monde parce que en fait il y a très peu de publicitaires qui les ciblent tout simplement. Donc il y a quand même une partie qui vient de là, mais malgré tout, là j'ai pas vu spécialement de baisse du reach suite à la dernière mise à jour. Par contre j'en ai vu avant, dans le passé j'ai déjà vu des baisses de reach. De toute façon, aujourd'hui pour moi Facebook c'est quand même un outil où il faut bien se dire qu'il faut pas trop compter sur le reach naturel. Là j'ai un reach qui est de toute façon, si je mets juste un post comme ça et que je fais pas spécialement d'efforts dessus et que je le sponsorise pas, je serai toujours un reach qui sera inférieur à 10%, voire même à 5%. Enfin, je veux dire, c'est quand même, c'est pas grand chose. Donc voilà, après ça peut dépendre des gens, il y a des gens qui peuvent avoir des chiffres plus importants, mais pour moi ce sera jamais aussi important que l'email. Alors ça dépend ce qu'on fait avec l'email aussi évidemment, et moi j'ai régulièrement un taux d'ouverture de plus de 30% sur mes emails, hein. Donc c'est largement meilleur que tous mes autres canaux. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, Facebook, ça peut être une plateforme publicitaire intéressante, mais bon, pour le trafic naturel, il y a des gens qui s'en sortent, hein, avec certains types de posts qui sont plus viraux que d'autres, où les gens vont plus partager. Mais bon, il y a pas longtemps, Facebook, ils ont dit aussi que, en gros, ils interdisaient tous les posts où on incite les gens à mettre des commentaires de manière artificielle. Donc dire tag tes amis en commentaire, des choses comme ça, il faut plus le faire maintenant parce que Facebook va pénaliser les pages qui font ça. Et simplement, je pense que c'est un peu le cas partout. Tous les réseaux sociaux cherchent
à ce que les gens voient des publications le plus naturellement possible. C'est-à-dire que dès qu'on trouve une astuce pour que notre publication soit un peu plus vue, 6 mois, 1 an plus tard, le réseau social il va faire c'est fini de s'amuser les mecs, on va plus ou moins interdire ça. Et Google l'a fait avant, comme je disais avant, sur le référencement, il y avait des gens qui faisaient des choses un petit peu, pas forcément très éthiques pour un petit peu arnaquer Google. Et Google, au bout d'un moment, il a fait c'est bien gentil les mecs, mais fini de s'amuser maintenant, c'est terminé. Et c'est pareil sur Facebook, et c'est pareil ailleurs, et ça va toujours, ça va être la même chose en fait. C'est que dès qu'on trouve une petite astuce qui marche, et qui est un peu maligne, on va dire, qui est une petite arnaque de l'algorithme de Facebook, en fait, quelques temps plus tard, ça finit toujours par être annulé parce que évidemment, ils ont intérêt à ce que le trafic soit le plus naturel possible. Donc voilà, je pense que Facebook, c'est une bonne plateforme de pub, mais moi, je mise pas trop dessus parce que je sais que mon audience, le reach peut diminuer du jour au lendemain et ça a déjà été le cas, donc voilà. OK. Et puis ensuite, on va faire une transition, comme que tu as mentionné tantôt, où justement, toi, tu te bases principalement sur Google pour être capable d'aller chercher ton trafic. Et Google, qu'est-ce qu'il veut? C'est avoir de l'excellent contenu. Et créer de l'excellent contenu, c'est plus facile à dire que c'est facile à faire. Je me rappelle quand j'ai commencé à étudier le marketing, je pense que c'était autour de 2008, on entendait tous les experts en référencement, content is king, et puis on répétait cette phrase-là pendant au moins 7 ans. Et là, on l'entend un peu moins souvent, mais l'importance du contenu est toujours là. C'est juste que là, les gens ont compris que, ça te prend un blog, ça te prend des pages avec du texte dessus, ça te prend une façon que les gens puissent chercher des informations et te trouver, que ce soit au format vidéo ou que ce soit encore au format textuel. Donc, qu'est-ce que du très bon contenu? C'est quoi les erreurs que les gens vont faire qui vont faire en sorte que leur contenu va être moins bon? Et on va faire un peu comme le même principe qu'avec ce que je t'ai demandé au début avec la photo. C'est quoi les éléments du bon contenu? Ok. C'est intéressant que tu parles de content is king parce que j'ai fait une paire de conférences et je commence par cette citation, le contenu est roi, qui vient de Bill Gates à la base, qui a écrit un article je crois que c'était en 97 ou en 95, comme ça, où il prévoyait en fait tout ce qu'on voit aujourd'hui. Il prévoyait que la vidéo deviendrait plus importante, etc., et que tout le monde se mettrait à créer du contenu. Et donc, en fait, il faut comprendre que si le contenu est roi, c'est parce que déjà, c'est parce que n'importe qui peut publier du contenu aujourd'hui. C'est très facile pour n'importe qui de faire une chaîne YouTube, de faire un blog, et de le diffuser du coup à une large audience gratuitement, puisque aujourd'hui, on peut mettre ses vidéos sur YouTube, et puis on peut très bien avoir une vidéo qui est vue par des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, des millions de personnes, sans avoir dépensé 1 euro, quasiment. Donc, ça veut dire que tout le monde peut le faire. Du coup, si tout le monde peut le faire, ça veut dire qu'il y a beaucoup de compétition, et ça veut aussi dire que les gens, ils vont tout de suite choisir le meilleur contenu, parce qu'il y a tellement de choix pour eux, que forcément ils vont prendre le meilleur. Et du coup, pour moi, la première chose qui est important de comprendre, c'est qu'est-ce que c'est que du bon contenu. Tu as raison de poser la question, parce que du bon contenu, ça ne veut pas forcément dire grand-chose en soi. Pour moi, du bon contenu, c'est du contenu qui a une grosse valeur ajoutée, c'est-à-dire qui va aider les gens à obtenir un résultat qui a une valeur pour eux. Donc par exemple, ça peut être... et ça dépend de l'audience, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont vouloir apprendre la guitare, mais d'autres pas du tout. Donc si je fais un très bon cours de guitare, ça a une forte valeur ajoutée pour les gens qui veulent apprendre la guitare, mais pour un mec qui apprend le piano, ou la photo, ou n'importe quoi, ça n'a pas de valeur pour lui. Donc c'est vraiment l'intersection entre un résultat et une audience. Et c'est toujours important, quand on fait du contenu, de se demander quelle valeur ça leur apporte, comment ça les aide dans leur vie. Et d'ailleurs, c'est ce que tu as fait, là, j'ai entendu plusieurs fois le dire dans ce podcast, c'est intéressant parce que du coup, ça me permet de rebondir dessus. Tu as utilisé plusieurs fois une phrase du genre « j'essaie de mettre à la place de ceux qui veulent faire ça ». Et c'est exactement la démarche qu'il faut avoir en fait. Donc moi c'est ce que j'appelle en fait la plus grosse qualité du pédagogue, c'est-à-dire l'empathie, c'est de se mettre à la place de son audience cible et de se dire ok, où est-ce qu'ils en sont, quelles sont leurs problématiques à leur niveau, est-ce qu'ils comprennent ce que je raconte déjà, est-ce que quand j'utilise un mot il est compris par eux. C'est toujours important de se mettre dans l'empathie en fait, toujours penser à la personne, toujours se dire qu'est-ce qu'elle connaît, est-ce que ce que je raconte là, il n'y a pas des prérequis qu'elle n'a pas. Et il faut toujours essayer d'arranger ça. Donc par exemple, si on parle d'un truc un peu plus avancé, on va toujours donner un lien à la personne, parce que sur un blog, on peut facilement faire un lien, même sur une chaîne YouTube, vers l'article de base qui va peut-être expliquer le concept que là on utilise comme si c'était normal, mais pour la personne qui lit, peut-être qu'elle ne le connaît pas. Donc on va toujours lui mettre un lien pour qu'elle puisse rattraper le train et qu'elle puisse un petit peu se raccrocher au contenu. Donc c'est vraiment important de toujours être dans l'empathie et de toujours penser
Donc voilà, à la valeur qu'on va apporter. Et quand je dis valeur qu'on va apporter, souvent c'est un changement de comportement. C'est qu'il y a des gens qui font peut-être parfois l'erreur de seulement balancer des connaissances, mais seulement balancer des connaissances, c'est l'équivalent d'un cours à la fac ou les youtubeurs vulgarisateurs font beaucoup ça aussi, et ça ne fait pas forcément du mauvais contenu, mais c'est juste que si nous, on veut vivre de notre activité, on va devoir vendre des produits derrière. Et tu remarqueras que tous les youtubeurs de vulgarisation scientifique, en général, ils vendent pas de produits derrière, ou alors ils vendent des livres, des jeux de société, des choses comme ça. Donc c'est des choses qui sont un petit peu divertissement, des choses comme ça, tu vois, mais ils vont pas vendre une formation à 300 euros ou à 1000 euros sur un truc, parce que c'est pas du tout, enfin, à la base, ils apportent que de la connaissance. Donc les gens curieux, ça les intéresse, moi ça m'intéresse, je les regarde, hein. Mais ils vont pas acheter derrière un gros produit pour un truc parce que ça n'a pas apporté de changement dans leur vie. Donc vraiment, ce qui est important, c'est toujours de penser changement positif dans la vie des gens. Donc déjà, si on pense à ça tout le temps, c'est déjà, on va dire, un gros pas pour le faire. Après, il y a plein de choses, donc je vais t'en dire quelques-uns et tu m'arrêtes quand je suis trop bavard, mais parce que je peux y aller longtemps, on va dire. Le premier principe, je dirais, c'est d'avoir un contenu structuré. C'est de pas juste balancer son savoir un petit peu en vrac. C'est de structurer ce qu'on va raconter pour aider les gens à se retrouver dedans, parce que tout le monde a besoin de structure pour bien comprendre un contenu. C'est pas pour rien, quand on avait des cours, normalement les bons profs, ils font toujours un petit peu un plan du cours en expliquant on va d'abord apprendre ça, puis ça, puis ça, parce qu'il y a un ordre logique. Et alors il y a plusieurs structures possibles, parce que les gens pourraient se dire ouais mais bon, t'es bien gentil, structuré, ok, mais comment? Et une structure qui marche bien, c'est la structure que j'appelle la PQCE, c'est-à-dire pourquoi, quoi, comment et si. Alors c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un mec qui s'appelle David Kolb, qui est un pédagogue qui a parlé de ça même il y a un moment, je crois, dans les années 70, je pense, enfin c'est déjà assez vieux, hein. C'est pas nouveau du tout. Donc en fait, l'idée c'est de commencer par le pourquoi, c'est-à-dire d'expliquer aux gens pourquoi ce qu'on raconte c'est important. Parce que les adultes, en général, ils ont besoin de savoir pourquoi ce qu'ils apprennent c'est important, pourquoi il faut qu'ils apprennent ça. Alors parfois ça peut être évident, hein, si tu parles de pub Facebook et que ton pourquoi ça peut être juste multiplier vos revenus par 2, bon, tout le monde comprend ça, c'est assez clair, mais il y a des choses qui sont moins évidentes. C'est pour ça que là, par exemple, je suis en train de faire ce que je prêche, hein, puisque je viens de parler du pourquoi le bon contenu c'est important, juste avant. J'en ai parlé brièvement, mais j'en ai parlé parce qu'il y a des gens qui pourraient trouver ça pas forcément évident, et c'est important de tout de suite leur dire, attendez, c'est évident parce que ça. Et du coup, derrière, ils m'écoutent sur la suite. Donc pourquoi le suivi est important? Ensuite, quoi, c'est l'information qu'on partage, hein. C'est vraiment c'est le fond de ce que tu vas partager. Donc ça, je sais pas, si on parle de pub Facebook, ça peut être voilà une campagne qui marche, tu vois, un type de campagne qui va bien marcher avec les principes de base pour que les gens cliquent davantage sur tes pubs que celles de tes concurrents, des choses comme ça. Le comment, ça va être vraiment comment ça s'applique, comment ces principes théoriques vont s'appliquer. Donc si, voilà, je vais rester sur mon exemple de la pub Facebook. Par exemple, le principe théorique, ça peut être les couleurs vives, ça marche mieux. Et le comment, ça va être, tu vas donner des exemples. Tu vas montrer 3 campagnes différentes que tu as faites où tu as utilisé les couleurs vives pour attirer l'attention des gens, et où tu as utilisé un gros titre, où tu as utilisé la surprise, où tu as utilisé le mystère, tu as utilisé différentes techniques dont tu as parlé avant théoriquement, et ensuite tu vas montrer le comment. Ça, c'est super important, parce qu'il y a des gens, juste le quoi, juste la théorie, ça va leur suffire. Tu vas leur dire, la couleur rouge, ça marche, les photos avec des gens qui sourient, ça marche, et ben ils vont faire, ok, ça marche, pas de problème, et puis ils vont en chercher tout seuls, et ils vont trouver. Tu vois, parce que la théorie, ça leur suffit. Mais il y a beaucoup de gens, il leur faut d'exemples pratiques, il leur faut vraiment du comment. Donc voilà, un exemple, voire un exercice. Ce qui est bien aussi, si on peut le faire, c'est de donner aux gens un exercice à faire, voilà, un truc concret, pour qu'ils puissent appliquer ce qu'on vient de raconter. Le dernier point, c'est pas toujours le plus facile à faire, mais c'est ce que j'appelle le et si, c'est-à-dire les objections. Parce qu'il y aura toujours des objections à ce que tu racontes, il y aura toujours des cas particuliers. Les gens vont toujours dire ouais mais ça s'applique pas à moi parce que. Et donc il faut essayer de prévoir un petit peu ça, parce que si les gens se disent à la fin ouais c'est bien joli tout ça, mais pour moi ça marche pas parce que, ils vont pas appliquer, du coup pas de changement dans leur vie, et du coup ça veut dire que le contenu pour eux n'aura pas eu de valeur. Même si toi t'as donné ton meilleur, tu vois, si derrière eux ils l'ont pas appliqué, il n'y a pas eu de valeur pour eux. Donc c'est important aussi de penser aux cas particuliers qu'il peut y avoir. Alors parfois on n'y pense pas, dans ce cas-là en général il y a des commentaires et les gens vont souvent remonter ces cas particuliers très vite, on va le voir tout de suite. Et puis aussi parfois on n'a pas la place parce qu'on ne veut pas faire un article trop long, une vidéo qui soit trop longue. Dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à juste dire j'ai conscience qu'il y a tel ou tel cas particulier, j'en parle pas aujourd'hui parce que c'est pas le sujet, mais j'en parlerai la prochaine fois. Et puis voilà, comme ça les gens ils se disent bon, ok, moi c'est mon cas particulier à moi, mais il va en parler plus tard, donc pas de panique non plus. Donc ça c'est une structure qui marche bien, la structure pourquoi, quoi, comment et si.
J'en parle dans le bonus sur mon site, hein, donc pour ceux qui voudraient un résumé après, il n'y a pas de problème, ils pourront avoir ça. Donc là, on va dire c'est sans doute mon conseil le plus basique, mais qui quand même, mine de rien, est très utile pour la plupart des gens. Il y a un autre dont je voudrais parler quand même, qui s'applique particulièrement à Internet, c'est ce que j'appelle appuyer sur le bouton reset de l'attention. Alors pourquoi j'appelle ça comme ça? Parce que l'attention des gens, quand ils vont lire un article, quand ils vont écouter un podcast, hein, quand ils vont regarder une vidéo, n'importe quoi, elle va baisser avec le temps. C'est normal, parce que forcément, l'attention baisse naturellement avec le temps si on ne fait rien pour la réactiver. Donc en fait, quand je dis appuyer sur le bouton reset, c'est vraiment réactiver l'attention. En fait, c'est ramener les gens dans le contenu qu'on est en train de faire. Et il y a plusieurs moyens de faire ça. Alors, ça dépend évidemment beaucoup du média qu'on utilise, parce qu'à l'écrit ou à l'oral ou en vidéo, c'est différent. Mais ce qui marche bien, c'est, en général, d'une manière générale, c'est simplement de changer quelque chose. Donc, voilà, si on est en vidéo, par exemple, on parle face caméra, puis à un moment, on va montrer une image, là, déjà, on change quelque chose. On change soudainement, la communication est différente. Ou alors, au milieu d'une phrase, on va faire une pause. Là, t'as remarqué qu'il y a eu un silence de 1 seconde que j'ai fait, et là, les auditeurs qui vont écouter ça, ils ont normalement levé un petit peu l'oreille, parce qu'il y a eu un silence, ils se sont dit « Ouh, qu'est-ce qui se passe ?» Et à ce moment-là, on réactive un petit peu l'attention. Ça, évidemment, ça marche pas à l'écrit. Hein. Tu as plein de retours de ligne pendant une page. Mais cela dit, à l'écrit, on peut changer le canal de communication en mettant des images au milieu. On peut insérer une vidéo, pourquoi pas. Et puis, mine de rien, il faut quand même aérer le texte. Quand même, à chaque fois qu'on fait un changement de paragraphe, ça réactive un petit peu l'attention quand même, hein, très légèrement, mais quand même. Si on est en conférence, le fait de bouger un petit peu sur la scène, c'est utile. Idem en vidéo, ça peut le faire aussi. Hein. Le niveau de la voix, il y a des gens en conférence, alors en vidéo, c'est un peu plus bizarre de gueuler face à sa caméra, mais il y a des gens qui le font. Hein. Mais en conférence, il y a régulièrement des gens qui, soudainement, se mettent à faire crier la salle un petit peu. Enfin, tu vois. Donc, il faut trouver moyen de changer quelque chose pour réactiver l'attention des gens. Ce qui marche aussi, c'est de leur faire quelque chose. Alors, c'est moins facile sur Internet. Et pour des gens qui font des conférences, par exemple, tu leur fais sortir un papier et tu leur fais faire un exercice, tu leur fais écrire une liste de choses. Voilà, j'ai vu pas mal de conférenciers faire ça, et ça marche très bien. Parce que soudainement, tout le monde se dit, ok, je fais l'exercice, et voilà, tout de suite, ça les fait faire quelque chose, donc ils réactivent leur attention. Donc globalement, voilà, réactiver l'attention des gens. L'humour, ça marche bien aussi. Hein, je vais pas détailler là-dessus parce qu'il y a, je pourrais parler longtemps là-dessus. Mais et ça fait déjà un moment que j'en parle, donc. Mais ouais, voilà, juste réactiver l'attention des gens, c'est quand même assez important, parce que si c'est trop monotone, ils vont s'ennuyer. Et surtout que voilà, sur un blog, à la limite, ça va encore parce qu'on maîtrise l'environnement des gens, mais sur une chaîne YouTube, à droite, ils ont plein de miniatures de vidéos qui sont sûrement plus intéressantes que les nôtres. Il y a des vidéos de petits chats, comme je dis, on est en concurrence avec des vidéos de petits chats. Donc il faut quand même faire l'effort de garder les gens. Donc ça, c'est en gros un peu les principes que je pouvais dire maintenant. Il y en a d'autres aussi, mais si je commence à en parler, je pense que je vais rajouter encore un quart d'heure. Donc ça sera peut-être un peu long. Mais en tout cas, voilà, pour ceux que ça intéresse d'avoir des conseils pour faire du bon contenu, dans le bonus que je propose de télécharger sur mon blog, il y a une conférence d'un peu plus d'1 heure, un séminaire de Sylvain Carufel d'ailleurs, que tu connais peut-être déjà, parce que c'est un Québécois lui aussi. Donc une conférence que j'avais faite là-bas avec quelques petits bonus en PDF qui vont permettre aux gens d'avoir ça un peu plus en détail, on va dire, et de prendre le temps vraiment d'écouter ses conseils. Parfait. Tantôt, tu as dit quelque chose de vraiment drôle. Tu as dit, c'est pas drôle, mais ça a été drôle pour moi à cause que tu as dit que la plus grande qualité de quelqu'un qui crée du contenu, c'est l'empathie ou quelque chose dans ce genre-là. Et moi, dans mes formations, je dis l'arme secrète d'un bon vendeur, c'est l'empathie. Parce que, comme que tu as mentionné, c'est toujours important de se mettre à la place des gens, d'imaginer et d'anticiper leurs objections. Donc, le « et si » dans ta stratégie. Donc, si je me présente et que je dis comme la pub Facebook, ça va doubler tes résultats, mais là, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais moi, dans ma niche, ça fonctionne pas. » Donc, et si tu es dans telle niche, tu peux quand même faire du remarketing, par exemple, et ça va quand même fonctionner. Donc, toujours se mettre à la place des gens, partir de où ce qu'ils sont. La personne à qui tu écris. Parce que ça, c'est un autre truc vraiment très, très, très bon là, que moi, j'utilise toujours. Lorsque j'écris un article de blog, lorsque je fais une vidéo, j'ai toujours en tête une personne particulière. Je l'écris pour Monique, je l'écris pour Mélodie, je l'écris pour Marie-Pierre, je l'écris pour moi il y a 2 ans. J'ai une personne
en tête et cette personne-là possède un ensemble de connaissances, un ensemble de talents, un ensemble de compétences qui n'est pas nécessairement au même niveau que les tiennes ou qui peuvent être supérieurs, qui peuvent être inférieurs, et tu pars de où ce qu'ils ont et tu les amènes où ce que toi, tu veux les amener. Donc ça, c'est vraiment important de ne pas assumer que la personne connaît tout lorsque tu fais ton article. Vraiment se mettre à sa place. C'est quoi les références culturelles de cette personne-là? C'est quoi les émissions qu'elle écoute, les films qu'elle écoute? Comment est-ce que tu peux créer des liens sémantiques entre ton sujet, ton contenu et la réalité de cette personne-là? Plus que tu es capable de faire en sorte que ton texte va venir s'imbriquer dans le quotidien de la personne, plus que la personne va avoir de la facilité à consommer puis à digérer ce contenu-là. Fait, très important. Et non seulement ça, mais je vois souvent des gens qui vont créer du contenu, mais ils ont leur intention derrière leur création de contenu, c'est pas de créer de l'excellent contenu. C'est important d'avoir la pédale au plancher, de lâcher le break, touche pas au break, touche juste au gaz, mets-les dans le fond et donne-toi pour vraiment créer quelque chose de fantastique. La plupart des gens, lorsqu'ils font des articles de blog, mettons, tu fais un article invité sur un site web, ils vont dire « Ah, c'est juste un article invité, je ne vais pas vraiment me forcer à 150% comme je le ferais, mettons, sur mon site. » Et il y a tellement d'articles qui sont comme ça. Si tu t'en vas sur les blogs où ce sont principalement des espèces de syndications de contenu où c'est plein d'articles invités qui sont sur ce blog-là, la plupart du temps, ça va donner du contenu qui est un peu insipide, que tu vois que la personne, c'est juste... Son objectif, c'était d'écrire son article le plus rapidement possible pour, c'est quoi son objectif à cette personne-là? Avoir son chèque de paye en fin de compte. Donc, lorsque tu crées ton article, ton objectif doit être de faire vivre la plus belle expérience possible à ton lecteur pour entraîner un changement, soit un changement de comportement, un changement d'attitude, un changement de connaissance, peu importe c'est quoi, est-ce que tu vises, donne-toi à 150%. Il faut vraiment qu'on sente que tu veuilles, que tu te sais forcer, que tu aies fait ta recherche, que tu donnes des exemples qui sont documentés. Et justement, en parlant d'exemples, OK, il faut se forcer pour trouver des mises en situation, des métaphores, des exemples qui sont pas les exemples que tout le monde donne, qui sont différents, qui viennent un peu provoquer les gens, qui font en sorte que ça les prend par surprise parce qu'ils se disent c'est la première fois que j'entends que ce concept-là expliqué de cette façon-là. Fait que vraiment important. Et ensuite de ça, j'ai oublié qu'est-ce que je voulais dire. Moi, ça me fait ça quand je parle trop longtemps. Non, ça vient pas. C'est dommage. Ouais, ça te rappelle peut-être plus tard. Mais en tout cas, c'est très intéressant que tu mentionnes de parler, d'avoir une personne particulière en tête. C'est partie des conseils que je donne dans la conférence, justement. J'en ai pas parlé parce que je voulais pas faire trop long, mais voilà, le fait de visualiser quelqu'un qui n'y connaît rien, ça aide vraiment à se dire je parle à une personne parce qu'en fait, la personne derrière son écran est toute seule. Même si nous, on a une audience de 1000, 10 000, 100 000 personnes, malgré tout, quand les personnes lisent l'article, regardent la vidéo, elles sont toutes seules derrière leur écran. Elles ne sont pas 100 000 tout ensemble. Donc en fait, on parle pas à un groupe, on parle à plein d'individus tout seuls. Et ça, c'est quand même c'est une distinction assez importante. Mm-hmm. Et puis tantôt, tu as mentionné aussi qu'on était en compétition avec les vidéos de chats. Et je pense qu'une chose qui est vraiment bonne à faire, c'est justement quand tu crées ton contenu, puis que tu relis ton contenu, que tu revisionnes ton contenu, c'est toujours le regarder avec un œil critique de pourquoi est-ce qu'une personne voudrait regarder ça, d'être très, très méchant envers toi-même, puis de te dire « What's in it for me? » Pourquoi est-ce que je continuerais à regarder ces plates puis d'être vraiment très, très méchant, en fait, envers soi-même. Puis moi, c'est ce qui fait en sorte que des fois, je relis un article, je fais comme « Ah oui, fuck off ce paragraphe-là, on l'enlève, on change cette métaphore-là pour mettre plus de punch, on rajoute de l'humour, on rajoute des choses qui sont chocs. » Je viens de retrouver ce que je voulais dire, justement. Tantôt, au début, tu as mentionné que lorsque tu parles, je sais pas moi, apprendre la guitare, c'est pas tout le monde qui va vouloir apprendre la guitare. Donc, ça fait en sorte que ton contenu va être à haute valeur ajoutée pour certaines personnes, mais pas pour tout le monde. Et je pense que du très bon contenu, ça fait exactement ça, c'est-à-dire que ça va discriminer fortement dans son auditoire. C'est-à-dire qu'il va y avoir des gens qui vont trouver ça fantastique, il va y avoir des gens qui vont trouver ça absolument horrible, puis il va y avoir une masse qui vont trouver ça, qui vont être complètement indifférentes à ce que tu vas avoir à faire. Tu ne veux pas faire du contenu pour tout le monde. Si tu veux faire du contenu pour tout le monde,
ça va faire du contenu qui est fade, qui est généraliste, que tu oublies rapidement. Il y a, je sais pas si tu es familier avec Seth Godin. Oui. Mais son livre Purple Cow, je ne sais pas si c'est un petit livret de 70 pages, super intéressant, où ce qu'il dit, pour être capable d'aller chercher l'attention des gens et d'être mémorable, lui il appelle ça d'être remarquable, c'est-à-dire que tu vas te faire remarquer par les gens, il faut que tu aies quelque chose qui sorte carrément de l'ordinaire, et c'est là qu'il vient apporter la métaphore justement de la vache mauve. Lorsque tu traverses, lorsque tu es en voiture, que tu as des champs de vaches, il y en a une là-dedans qui est mauve, c'est sûr à 100% que tu vas la remarquer. Et ça, by the way, c'est une façon intéressante d'expliquer un concept, où ce que le concept, c'est simple, c'est juste dire sois différent, utilise le contraste pour être capable de te démarquer. Mais lui, il a trouvé une histoire visuelle autour de ça. Le fait d'utiliser les analogies, c'est une autre chose dont je parle dans ma conférence. C'est bien, tu me devances. Effectivement, les analogies, c'est un outil extrêmement puissant pour faire, pour faire comprendre quelque chose aux gens. J'ai lu un bouquin sur les analogies il y a pas longtemps, justement, et il disait dedans une phrase qui est probablement la phrase la plus intéressante du bouquin, où il disait: on ne peut décrire quelque chose de nouveau qu'en des termes qu'on connaît déjà. C'est qu'on est obligé, pour que les gens comprennent quelque chose, eh bien on est obligé d'utiliser des choses qu'ils connaissent déjà. Et une bonne analogie, c'est d'utiliser, comme tu dis, des choses, des références culturelles que les gens connaissent, des choses dans leur quotidien, des choses qui pour eux sont accessibles. Et en fait, une analogie, c'est un peu un lien hypertexte pour l'esprit, tu vois. C'est en fait, tu fais le lien entre quelque chose qui est déjà dans leur esprit et quelque chose de nouveau pour les aider à intégrer cette nouvelle chose. Et c'est extrêmement important d'utiliser l'analogie, effectivement. Et comme tu disais, cette analogie de la vache pourpre de Seth Godin, c'est tout le monde s'en souvient tellement elle est bonne. Exact. Et puis, ensuite de ça, c'est sûr qu'au niveau de la création de ton contenu, là, on parle de vraiment c'est quoi les mots, c'est quoi l'esprit derrière le contenu qui est utilisé, mais ça, c'est la même chose qu'avec la photo qu'on a parlé au début. Tu as un aspect technique à n'importe quoi. Je pense que c'est important également de maîtriser cet aspect-là. Quand c'est le format textuel, oui, OK, ça va être est-ce que tu es bon en français pour écrire? Il y a ça, bien sûr, mais il y a également un paquet d'autres techniques, tactiques, stratégies de rédaction qu'on peut apprendre et maîtriser. Donc, vraiment, lire beaucoup, c'est important pour être capable de développer ce côté-là. Même principe quand on parlait, là, quand j'ai dit d'apprendre la photo, c'est le fun d'avoir quelqu'un avec qui tu vas faire de la photo. Même principe lorsqu'on veut écrire, d'avoir quelqu'un avec qui tu écris des textes. Moi, je me rappelle, lorsque j'ai commencé à bloguer, il y avait mon cousin Guillaume Ricard, qui a le site guillaumericartattoo.com, et il y a le blog probablement le plus drôle qui existe sur l'apprentissage du tatouage. Et non seulement ça, mais la réalité derrière la vie d'un tatoueur, c'est vraiment hilarant. Et à chaque fois qu'on écrivait des textes, moi, je me rappelle, j'essayais d'être plus drôle, plus percutant, plus intéressant que lui. Et lui, probablement, qui faisait la même chose. On se partageait nos textes. Et ça l'a fait en sorte que la qualité des textes qu'on a fait over time est devenue vraiment meilleure, parce que là, c'est pas juste je veux écrire pour une masse de gens, mais c'est je me force à cause que j'ai un peu de mon ego qui est en jeu, à cause que je suis en compétition amicale avec quelqu'un. Donc ça, c'est super bon. Et ensuite de ça, si tu veux faire du contenu vidéo, bien, c'est sûr que maîtriser la technique de la vidéo, ça, c'est beaucoup plus complexe que l'audio ou que le texte, à cause que là, tu as tout l'aspect, comme on a mentionné au début. La photo, c'est compliqué. La vidéo, c'est compliqué de façon complètement différente, parce que là, tu as plein d'autres choses qui rentrent en jeu avec ça. Fait que bien maîtriser ces outils-là, je pense aussi que faut s'intéresser. À cause que ce qu'on voit souvent, là, c'est qu'il y a des gens qui vont se dire sur Internet, sur YouTube, c'est pas grave, je peux juste prendre mon iPhone, me filmer ou ma webcam, me filmer en train de donner de la valeur aux gens. Sauf que c'est plus assez juste donner de la valeur aux gens. Oui, il faut en donner, mais il faut également avoir le souci du détail. Pas nécessairement que ce soit parfait, parce que quand tu commences, ça va pas être parfait. C'est impossible que tu sois capable de faire ça parfaitement dès le départ. Ceci étant dit, il faut qu'on sente que tu essayes activement de maîtriser le moyen de communication que tu utilises. Et puis pas juste de dire « fuck it », genre le monde va prendre qu'est-ce que j'ai à dire, puis
Puis that's it. À cause qu'il va y avoir quelqu'un d'autre à côté de toi qui va avoir le souci du détail et lui va passer devant à long terme. C'est sûr, sûr, sûr. À cause que dans 5 ans, ses productions à lui vont être absolument incroyables et les tiennes vont être encore au même niveau. Et c'est quelque chose qu'on voit beaucoup sur YouTube. C'est-à-dire qu'en 2004, quand YouTube a commencé, il y avait des vidéos absolument horribles avec beaucoup de views et c'était le pitch de vente un peu de YouTube, c'était justement, ça n'a pas besoin d'être professionnel. Mais maintenant, quand tu regardes les YouTubers, c'est absolument incroyable la qualité de production qu'ils ont. Et il y en a qui shootent avec des caméras qui ont été utilisées pour tourner des films. Ouais. Puis, en tout cas, c'est important de vouloir apprendre à maîtriser la technique de ton média. En tout cas, moi aussi, je me suis laissé emporter pendant quelques minutes. Là. Non, mais c'est bien, c'est un sujet que j'aime beaucoup. Et non, mais effectivement, tu as raison. Il faut aujourd'hui, il faut il faut améliorer la forme avec le temps. C'est-à-dire qu'on peut pas. En fait, il faut à la fois quand on commence, il faut pas se bloquer parce que la forme est pas encore assez bonne. Parce que de toute façon, quand on commence, elle sera jamais aussi bonne que ceux qui font ça depuis plusieurs années. C'est normal parce que ça coûte de l'argent et du temps d'apprendre. Mais il faut avoir la volonté d'améliorer la forme avec le temps. Je pense qu'il faut commencer en ayant les bases. Donc un son qui est bon, une image qui est bonne. Déjà, c'est pas si compliqué à avoir, donc aller voir les bases. Et ensuite, avec le temps, on va améliorer les choses. On va devenir meilleur devant la caméra. On va améliorer la lumière. Et puis ensuite, derrière, on va faire un petit générique. Il y a plein de choses qu'on peut améliorer avec le temps. C'est vrai que tu as raison. Il faut vraiment être dans une progression avec ça parce que on peut pas rester sur une forme qui est un peu déficiente tout le temps. On peut des fois commencer comme ça, ne serait-ce que pour des fois se mettre en marche, parce que le fait de commencer, ça va encourager, mais il faut continuer à apprendre et continuer à améliorer ces choses-là. Ouais, et c'est pour les gens qui veulent voir une forme qui est déficiente, justement, vous pouvez aller regarder les premières vidéos de ma chaîne YouTube que je laisse là. Comme pareil pour les miennes. Pareil pour les miennes. Et puis justement, tu sais, probablement que toi, tu l'as vécu aussi, mais je me rappelle, ma première formation sur la publicité Facebook que j'ai fait, c'était les premières vidéos, en fait, que je faisais. Je connaissais absolument rien. Et puis ça paraissait, là. Il y a eu une grosse courbe d'apprentissage. Et puis, honnêtement, les gens, je me suis jamais fait... Il n'y a jamais personne qui a dit qu'il voulait un remboursement à cause que la qualité des vidéos n'était pas là. J'ai jamais eu... Tu sais, quand ton contenu est bon, ça va jamais être un deal breaker que ça soit pas top-notch. Ceci étant dit, maintenant, je reçois des compliments en lien avec ça. Fait que c'est jamais comme je veux un remboursement à cause de ça, mais ça va être je vais recommander à des amis à cause de ça. Fait que, avant qu'on se laisse, est-ce que tu as des choses à ajouter, des boosts que tu t'es dit j'aurais aimé ça dire ça, mais on est passé à autre chose trop rapidement? Écoute, non, je pense que ça va. J'ai dit pas mal de choses. Là, j'en vois pas d'autres à dire en plus. Je pense que déjà avec ça, tes auditeurs, ils ont du boulot, on va dire. Ouais. Ils ont des choses auxquelles penser, donc on va pas. Je pense qu'on va pas en rajouter maintenant, mais ouais, on a dit pas mal de choses. Parfait. Écoute, donc les gens peuvent te trouver sur apprendrelaphoto.fr. Bien sûr, il va y avoir les liens sous cette vidéo au latranché.com/ je crois que ça va être le 20e épisode, mais je vais rajouter un intro et une outro pour envoyer les gens au bon endroit. À part ton site web, est-ce qu'il y a d'autres endroits où tu aimerais diriger les gens? Eh bien, pedagoclick.fr aussi pour Pedagoclick, qui est du coup un sujet complètement différent. Et puis, non, en fait, je pense que quand ils sont sur mon site web, derrière, le mieux, c'est s'inscrire à ma newsletter si on est intéressé par le sujet, parce que c'est là déjà que j'envoie un petit peu le meilleur contenu pour commencer. Et puis derrière, en général, ma chaîne YouTube, parce que c'est quand même là où je poste pas mal de contenu ces temps-ci. Je fais plus de vidéos que de texte maintenant. Et puis voilà. Après, j'ai aussi un groupe Facebook pour Pedagoclick, mais il y a le lien en s'inscrivant à la newsletter. Donc pareil, normalement, quand on s'inscrit à la newsletter, on a toutes les infos qu'il faut pour rejoindre les médias sociaux qu'on préfère. Excellent. Écoute, merci beaucoup pour avoir partagé tout ça avec nous. Merci à toi de m'avoir invité et puis j'espère que ça aura aidé à tes auditeurs. C'est déjà tout pour cet épisode de Scotch et Domination mondiale. Tu peux te rendre au latranché.com/20 pour avoir accès à l'ensemble des ressources qu'on a mentionnées durant cet épisode, site web, application, appareil photo, etc. Et tu peux également te rendre dans la section commentaires pour nous poser n'importe quelle question. Bien sûr, je vais faire un compte à Laurent pour qu'il puisse interagir avec vous dans les commentaires. Tu peux également commenter sur YouTube si jamais tu n'es pas membre de La Tranchée.
Donc, c'est tout pour cette semaine. Dans 2 semaines, je vais avoir une nouvelle entrevue intéressante avec Lydiane autour du monde. J'ai très hâte de vous présenter ça. L'entrevue n'est pas encore faite. Je fais ça cette semaine. Fait que je pense que ça va être super cool et j'ai d'autres invités sur le line-up qui, honnêtement, wow, j'ai hâte de vous présenter ça. Des belles choses qui s'en viennent. Fait qu'on se revoit dans 2 semaines et d'ici là, tenez-vous bien et bonne domination mondiale.